Il faut s'assurer que vous avez le même point de vue que vos associés sur certaines choses. Comment dépenser l'argent quand il y en a, comment dépenser l'argent quand il n'y en a pas, quand est-ce qu'on s'arrête si ça marche pas. Si vous savez répondre, et qu'est-ce que tu veux faire si ça marche beaucoup. Si vous savez répondre à ces 4 questions et que vous êtes d'accord avec la réponse que fait votre associé, même si vous n'avez pas la même, ça pourra marcher, sinon ça ne fonctionnera jamais. Mais jamais. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous présenter notre sponsor Linkuma, une plateforme de netlinking qui propose des liens allant de 7 à 30 euros. En plus de ça, il propose un accompagnement et un audit gratuit. N'hésitez pas à vous inscrire avec le lien dans la description. Bonne écoute. Bienvenue sur Sans Filtre, l'émission qui explore les parcours d'entrepreneurs de leur début à leur succès. Avant de plonger dans l'émission, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de partager ce contenu à votre entourage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité qui partage son expérience unique. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur toi et ton activité ? Bien sûr, d'abord bonjour Mehdi-Antoine, merci de me recevoir. Merci. Je m'appelle Sylvain Perronnet, je suis le patron d'une société qui s'appelle Babar, qui édite les outils Yourtex Guru et Babar. Je suis dans le SEO depuis une vingtaine d'années. J'ai eu une autre carrière académique avant, mais comme il faut faire court, voilà, c'est fait. Super, top. Je pense que tu as été le plus rapide pour la présentation. Justement, avant qu'on parle un peu de tes projets, nous on aime toujours un peu comprendre la personne que tu étais avant, donc c'est-à-dire dans l'enfance. Toi, t'étais vraiment. Est-ce que tu avais une particularité? T'étais quel type de personne? Et donc ça remonte à longtemps parce que je suis plus tout jeune, hein, pour resituer, donc j'ai 47 ans, voilà. Donc l'enfance, c'était il y a longtemps. D'abord, j'étais un enfant très heureux. Moi, j'ai eu une enfance vraiment très heureuse en famille, parce que je suis très famille, c'est pour ça que je travaille avec mon frère, ma sœur, etc. hein. Euh, j'ai eu une enfance d'abord un petit peu à la campagne, vraiment mes premières années, puis après on s'est rapproché du reste de la famille. Enfin, mes parents ont fait ça, moi j'ai suivi, hein, j'étais un enfant. Et j'étais un enfant très 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 dynamique, je sais pas si on dit comme ça, très actif, voilà, Ouais. et extrêmement curieux. Et j'ai eu la chance d'être dans une famille où le fait d'être curieux, c'était pas un problème, et on a toujours répondu à ma curiosité, en fait, ce qui a vraiment forgé, je pense, mes premières années. Et donc j'étais un enfant, je pense, sans histoire, absolument sans histoire, pas rien d'exceptionnel, avec cette curiosité qui fait qu'à l'école, partout où j'allais, que ça se passait toujours très bien, en fait. Donc moi, j'ai eu une enfance sans aucune histoire. Je sais pas où la question s'arrête en termes d'enfance, mais si je vais plus loin que l'enfance et que, par exemple, je pense le collège, tout ça, etc., parce que ça fait partie des C'est jeunes ça, années ouais. aussi. euh, j'ai commencé à être un petit peu plus sérieux en classe, etc., à partir du collège, du lycée, là, je pense, pour le coup, j'étais un enfant plus geek, au sens premier du terme, quoi. J'étais intéressé surtout par l'informatique et les maths et la science globalement. J'étais la caricature du gamin qui a sa truc d'expérience de physique et de chimie dans sa chambre. J'ai mis le feu à ma chambre comme ça d'ailleurs quand j'étais jeune. Et très rapidement, en fait, dans la famille, on a découvert l'informatique puisque mon père, qui était prof d'atelier, en fait, prof de plomberie et trucs comme ça à l'époque, dans un lycée professionnel, avait découvert l'informatique et a amené un ordinateur. Et puis c'est comme ça que ça s'est lancé. Un Apple IIc d'abord, puis après un PC. Ce qui fait que mes parents, pardon, ont 3 enfants informaticiens, en fait, d'une certaine manière. Ouais. Voilà, c'est tous dans l'informatique. Donc ça, c'est pour le pire et pour le meilleur. Voilà, ça c'était le collège. Et puis après au lycée, j'ai fait des études, enfin voilà, j'ai fait un parcours scientifique, etc., comme beaucoup de gens qui après ont fait de l'informatique. Et ce qui est amusant par contre, c'est que vraiment le collège, le lycée, je pense que ce qui a beaucoup forgé la suite de ma vie après, c'est les rencontres que j'ai fait avec certaines personnes. Donc des amis que j'ai toujours pour certains, ou d'autres que j'ai plus, mais avec qui on s'entend toujours très bien. Euh, j'ai rencontré des gens qui étaient différents et qui étaient passionnés de trucs scientifiques et tout, donc ça a beaucoup changé mes choses. Et notamment, je fais une rencontre en seconde avec un copain, Vincent, si jamais il tombe sur ce podcast. Je sais qu'il ne se voit plus, il vit loin maintenant, mais je sais que de temps en temps, il suit mes aventures. Qui lui avait des parents qui étaient, je pense, ouvriers ou un truc comme ça, et qui étaient très dans le faire, en fait. Donc, il faisait de l'électronique, il faisait de l'aéromodélisme, il faisait tous ces trucs-là, il programmait à titre personnel, mais de manière très, très évoluée et tout. Et moi, j'étais un enfant, enfin un jeune, puisque c'était au lycée, fort en maths, etc., mais pas du tout dans l'esprit de faire les choses. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas parce on pouvait comprendre des choses et faire des choses en plus. Et donc, je me suis mis à faire des choses avec lui. D'ailleurs, on a vendu un logiciel cette année-là, c'était en seconde. Première fois de ma vie que j'ai vendu un logiciel, c'était en seconde. Un truc qui se connectait au Minitel pour commander des Ok. pièces détachées. Voilà. Excellent. Donc, c'est vraiment les trucs d'époque. Internet n'existait pas à l'époque, hein, donc c'était Ouais. vraiment ça. C'était les tout débuts.
Et ça a vraiment forgé la suite. En fait, d'ailleurs, quand après je fais des études supérieures, j'ai commencé par faire des études de physique, puis de maths ensuite, et je suis allé faire mes études au même endroit que lui. En fait, on a été étudiants ensemble pendant un certain temps. Et ça a beaucoup forgé la suite. Puis moi, je fais aussi un truc un petit peu différent, c'est que j'ai rencontré ma femme aussi au même moment, donc au lycée. Donc Ok. ça a beaucoup aussi changé la suite de ma vie et les choix que j'ai faits, bien sûr, derrière. Voilà. Mais une enfance et une adolescence, en fait, très heureuse, très simple. Les études, j'ai jamais eu de problème sans travailler, j'y arrivais, donc ça se passait très très bien, en fait. Voilà. Ouais, une superbe enfance, en gros, pour Ouais, ah bah résumer. oui, oui, c'est vraiment, c'est quand on m'en parle, je sais qu'il y en a, c'est pas le cas et tout, je suis triste pour eux, en fait, puisque moi, ça a vraiment été sans problème. Ouais, bien sûr. Et à cette époque-là, on va dire peut-être quand tu arrives à l'adolescence, tu voulais déjà travailler dans l'informatique ou tu le voyais comment? Non, pas du tout. En fait, d'ailleurs, pendant très longtemps, je ne voulais absolument pas y travailler. Ça a toujours été un truc qui m'a passionné, mais en fait, moi, j'ai une caractéristique un peu, c'est que ça a été pareil dans les études. Il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent et quand je trouve qu'un sujet, j'y arrive bien, en fait, c'est pas qu'il me désintéresse, mais je préfère, switcher vers un autre sujet pour lequel, ce sera, un petit peu plus, de challenge. C'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des études de maths pures, en fait, à la fac, parce que c'était plus dur que la physique, où j'étais très bon, par exemple, ou d'autres matières. Et l'informatique, j'ai commencé à en faire de manière vraiment professionnelle au moment de ma thèse. Donc moi, j'ai fait jusqu'au bac plus 5, je fais des études de maths pures, et j'ai voulu faire une thèse, et en fait, on m'a proposé de faire une thèse en informatique, et c'est là où j'ai fait de l'informatique vraiment. Mais avant, c'était pour moi un loisir principalement. Et OK. pourtant, j'étais de tous les combats, hein. Je faisais déjà de l'édition de sites web, etc. à l'époque. J'avais découvert Internet quelques années auparavant. Ça avait été une révolution et une révélation pour moi. Ne serait-ce que le simple fait de pouvoir discuter avec n'importe qui dans le monde, parce que c'était beaucoup ça au début, en fait. C'était l'IRC au début, hein, donc vraiment la messagerie du début du web. Mais c'était vraiment d'un seul coup une ouverture vers le monde, la possibilité de discuter avec des gens partout, avec la notion d'âge et de qui sont les gens qui disparaissaient, en fait. Et donc on pouvait discuter avec des gens plus vieux, passer pour quelqu'un de plus vieux aussi dans certaines discussions qui étaient des fois plus compliquées, techniques et tout. Quand on est jeune, des fois les mecs nous rigolent au nez. Sur Internet, au début, c'était pas le cas, en fait, puisque c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chat, quoi, mais c'est vraiment ça, c'est derrière ton écran, en fait, tu peux être qui tu veux. Et donc, c'était vraiment une ouverture vers le monde, je pense, salutaire, surtout pour le jeune que j'étais, qui était justement un jeune sans histoire, famille aimante, très heureux. En fait, il y a plein de choses qui, pour moi, voilà, j'avais pas conscience. Ouais, on n'a pas conscience du monde quand on est dans un petit cocon comme ça. Et je pense que c'était pas mal ça. Voilà. Et donc, Ouais, pendant carrément. longtemps, je ne savais pas ce que je voulais faire. Ma première idée, quand j'ai passé le bac et après le bac, c'était de faire des études de gestion et d'économie. Ok. Rien à voir. Et je passais tous les week-ends à bosser dans la poissonnerie familiale, parce que je bossais pendant mes études pour payer tout ça. Et c'est vrai que j'avais pas conscience même que je pouvais faire autre chose. Voilà. Et au fur et à mesure des années, tous mes profs de physique, de maths et tout m'ont dit, mais non, tu peux faire une année de plus, tu peux faire une année de plus, tu peux faire une année de plus. Puis au final, j'ai fait le maximum qu'on puisse faire, quoi. Voilà. C'était vraiment Excellent. un peu par hasard. Et après, je suis devenu très sérieux, par contre. À partir de la thèse, là, j'ai commencé à travailler vraiment très dur pour le reste. Mais bon, ça, voilà, c'est après, après les études. Bah, merci, hein. Et pour clore cette période, ouais, enfance, adolescence, peut-être lycée, est-ce que tu aurais une anecdote, peut-être une connerie ou un truc drôle que tu aimerais nous partager sur cette période? Bah, malheureusement, c'est ça, c'est vraiment le truc sans histoire, c'est que j'ai rien de particulièrement. Voilà, c'est terrible, hein, mais il y a pas de truc Ah qui si, sort tu de. as failli mettre le feu, tu nous disais. C'est des Ouais, genres mais de films comme tu ça, vois, c'est c'est le truc de gamin, ouais, ouais, voilà, et j'ai fait une expérience amusante, je sais même plus quoi, il fallait chauffer un truc dans une éprouvette, et effectivement, j'ai tout foutu par terre, ça a foutu le feu à la moquette, quoi. Mais, mais ouais, non, c'est pas, tu vois, mais c'est vrai que c'était vraiment des trucs sans histoire. J'étais un peu un enfant dans la lune quand on est parti il y avait la classe de neige quand j'étais au collège. Et moi, j'aimais bien les crêpes. Je suis allé manger des crêpes. Je pense que tout le groupe m'a cherché pendant des heures. Ils ne savaient pas où j'étais parti, tu vois. Mais c'est des trucs, en fait, voilà, le gamin sans histoire dans la lune. Bon, j'avais faim, je suis allé manger des crêpes, tu vois, voilà, point. Mais jamais fait de conneries, jamais fait tout ça. Moi, il n'y a pas de, voilà, pas d'histoire. et tu nous parlais, ouais, donc tu as fait ta thèse, dans on va dire, je sais pas comment on dit dans les maths, c'est maths sup en gros, c'est ça? Non, alors en fait, sur les études, là, c'est plus. Donc, moi, je suis rentré en. Tous les noms ont changé, donc Ouais, j'ai ou fait les ce qu'on anciens appelle. noms, peu J'ai fait importe. un bac S option maths, voilà, donc j'ai fait des maths au niveau du bac, et après, je suis allé faire de la physique pendant une première année, physique-chimie.
puisque c'était des matières qui me plaisaient et finalement, je me suis rendu compte que ça me plaisait moins que je ne le pensais, notamment la chimie et donc je suis parti en maths, parce que c'est là où on m'avait dit que c'était le plus dur, uniquement pour ça, pour voir si je peux y arriver et donc j'ai fait une première année de maths et comme j'étais pas mauvais, je suis parti faire des maths après, dans une fac parisienne, donc Jussieu. J'ai fait de la logique mathématique en fait, j'ai un DEA, donc l'équivalent du master 2, en logique mathématique, donc truc, très théorique des maths et j'ai commencé à faire de l'informatique, pendant ma thèse tout de suite après. Donc j'ai fait une thèse en informatique très théorique, hein. J'ai fait de l'algorithmique et ma spécialité, comme ça je l'aurais dit au moins une fois, c'était la qualité de la décision dans un contexte de dégradation d'information. Donc maintenant, c'est une branche de l'intelligence artificielle, mais c'est quand tu as de la data et que tu perds une partie de la data parce qu'il y a un problème technique, parce que ci, parce que ça. Est-ce que tu peux continuer à prendre une décision avec cette data qui est dégradée, qui sera quand même correcte? Mais c'est un peu l'histoire du SEO, hein, littéralement. C'est-à-dire qu'un jour, tu as des outils qui te donnent des mesures, des métriques et tout, mais tu pas tout. Il y en a qui ont trafiqué certaines métriques, etc. Et tu dois décider si tu fais quelque chose. Tu achètes des liens, tu modifies un contenu, etc. Est-ce que ta décision, elle est correcte, elle est incorrecte? Est-ce que tu as raison de mettre de l'argent pour faire une action? Bah, c'est exactement ça le sujet que j'avais, de manière beaucoup plus générale, très théorique. OK. Ouais, en plus comme tu as dit avec l'IA, on est en plein dedans aussi avec, tout Exactement. ce qui est le principe de décision et les Ouais. dégradations aussi. C'est ça. À l'époque, on n'employait jamais le terme IA parce que c'était considéré, l'IA comme étant, un domaine complètement has-been et donc on parlait pas d'IA, c'est revenu quelques années plus tard. Moi, je me souviens parce qu'après ma thèse, j'ai eu une carrière universitaire les premières années, donc j'ai été prof à la fac et les gens qui étaient dans les équipes qui faisaient officiellement de l'intelligence artificielle, tout le monde se moquait gentiment d'eux. Bah, on se moquait pas non plus, c'était pas, on trollait pas toute la journée, hein, mais on disait, ah, tu fais de l'IA, c'est le truc des années 80, et puis maintenant, bah, eux, ils rigolent, c'est eux qui rigolent, voilà. Ah, c'est sûr. Tous Et mes ça, potes de l'époque ça sont s'appelait tous. comment du coup? Les gens, ils appelaient ça comment pour, quand ils Alors, voulaient en parler? au mieux, on disait machine learning, mais la plupart du Ah oui, c'est temps, vrai. apprentissage automatique, donc, mais la plupart du temps, les gens qui faisaient ça étaient cachés dans des équipes traitement de la langue naturelle, traitement des images, etc. Donc, c'était plutôt le domaine applicatif qui était mis en avant OK, OK. que la méthode. Alors que maintenant, enfin, c'est quelqu'un qui fait des trucs à base de réseaux de neurones, il dira, je fais de l'intelligence artificielle avec des réseaux de neurones. Même ce qu'il y a derrière, en fait, il va même plus en parler, parce que ce que les gens connaissent maintenant, mais même le grand public, c'est ça qui est fou, en fait. C'est la matière en elle-même. Ouais, Ça a beaucoup c'est changé de ce point de vue-là. Les gens qui faisaient de l'IA à l'époque, qui étaient semi-bien vus dans le milieu académique, sont devenus des vrais héros maintenant. De toute façon, ils bossent tous dans des super boîtes, etc. Enfin voilà, c'est devenu. Mais tant mieux pour eux, hein, tant mieux. Et puis, ils font des choses qui fonctionnent. Mais pendant longtemps, ça a été difficile pour eux. ouais, c'est le revers de le revers de la médaille un peu ça. Exactement, ouais, ouais. Excellent. Et si tu devais résumer, ouais, la fin de cette période jusqu'à maintenant, peut-être avec les faits marquants, parce que si on fait chaque année, ça va être je pense que ça va être un petit peu long. Mais ouais, si tu devrais vraiment résumer, ouais, ce qui s'est passé d'important, Ouais, bah moi, en fait, il y a plein d'événements qui façonnent une vie, mais d'un point de vue professionnel, donc choisir de faire de l'informatique en thèse plutôt que des maths, par exemple, ça a tout changé, parce que sinon, bah, en fait, je serais prof à la fac en maths. Voilà, c'est une autre vie, hein. Je sais pas une vie moins bien, ou etc. Mais il n'y aurait pas eu cette flamboyance de je fais de l'IA, je fais des trucs, etc. Je serais beaucoup moins riche, par exemple, tout Ah, simplement. c'est bien. Voilà, et je pense pas plus malheureux, pas plus heureux, ni l'un ni l'autre, mais voilà. Par contre, après la fac, moi j'ai été, enfin, après mes études, je suis donc devenu. Alors j'ai essayé de monter une première boîte, ça a été un échec. Et très rapidement, je suis devenu prof à l'université, avec une très belle carrière en fait. J'ai fait peu d'années, fait 5 ou 6 ans, mais vraiment j'ai fait très très rapidement tout ce que les autres font en beaucoup beaucoup plus d'années. Et c'est une carrière qui m'a beaucoup plu au début, parce qu'au début, on arrive, on a beaucoup de choses en recherche à trouver, et on trouve des choses quand on est en début de carrière, c'est normal, hein. On commence à réfléchir, on est jeune, quand on est jeune, on est beaucoup plus performant intellectuellement en plus. Donc voilà, il y avait plein de trucs qui se passaient, c'était l'effervescence. Puis très rapidement, moi j'ai été confronté au manque de moyens de l'université française. J'ai fini ma carrière courte à la fac de Caen, par exemple, en Normandie, et il y avait de moyens pour rien, en fait. Quand on voulait payer des étudiants pour des stages de recherche, etc., il n'y a juste pas d'argent. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de quitter l'université en 2014 et de monter une boîte de R&D qui s'appelle XLab, donc qui existe encore. C'est la boîte qui porte aussi nos formations, qui porte nos activités d'édition. Une boîte où j'ai été d'abord 2 ans freelance tout seul. Voilà. Euh, et freelance, c'est bien, ça rapporte pas mal, mais c'est très fatigant en fait, et c'est pas très drôle. Donc très rapidement, mon frère, avec qui je travaillais déjà pour les formations, m'a rejoint.
Ma sœur m'a rejoint la même année et Thomas, qui fait partie de l'équipe, qui était un de mes anciens élèves et qui était un collègue de l'université, m'a rejoint aussi. Donc tous les 4 forment vraiment le cœur des équipes avec lesquelles j'ai travaillé après plus tard. On a travaillé quelques années comme ça. Je suis très rapidement devenu le directeur scientifique du moteur de recherche Quant. Je suis Ok. resté 3 ans, je crois, un truc comme ça. C'est une histoire que je ne vais pas raconter en long, en large et en travers, mais à un moment donné, chez Quant, il y a eu pas mal d'histoires. Les gens ont commencé à partir, le patron a été mis dehors, etc. Moi, je suis parti aussi à ce moment-là. J'avais des copains avec qui je bossais depuis des années aussi, qui étaient eux, dans le domaine plus du crawl du web, etc. Pas pour faire du SEO, pas pour tout ça, mais pour la partie technique. Nous, on avait fait l'outil Urtext Guru, on était plus sur la partie sémantique et on a décidé de fusionner nos équipes finalement pour fournir des outils au SEO. Et c'est comme ça qu'on a créé Babar en fait, avec d'abord les deux outils qui étaient séparés et deux outils qui maintenant sont quasiment fusionnés totalement. Et voilà, et ça nous amène maintenant. Voilà. Et on est en Excellent. 2004, on va passer en 2025. Et voilà, et donc je gère Babar. On met surtout en avant notre outil Urtext Guru, on fait beaucoup de R&D, et en même temps, on continue avec mon frère, ma sœur et Thomas, des activités plus tournées autour de l'édition et de la formation. Yes, carrément. Et juste, est-ce que tu pourrais expliquer à quoi sert Your Text Guru pour quelqu'un de novice, toi, parce qu'on n'a pas que des Ouais, personnes dans le SEO. bien sûr, bien sûr, Et pareil, Babar aussi, peut-être, bon, sans rentrer non plus en dans fait, trop le technique, je pense, mais ouais, non, alors, la réalité, c'est que voilà, moi, je fais de l'édition de sites web avec mon frère depuis 1999. Et donc on a monté un site d'abord, enfin c'est lui surtout qui était à la manœuvre, hein. Lui il était lycéen, il a voulu apprendre à développer, il a voulu apprendre le développement web et donc il s'est dit: «Je vais créer un site web», et c'est amusant, à l'époque on a hésité entre les recettes de cuisine et les critiques culturelles. On a choisi les critiques culturelles. Je pense que notre vie aurait été différente si on avait choisi les recettes de cuisine en 99, mais bon ça, on peut pas réécrire le passé. Et donc on a fait ce site qui a tout de suite assez bien marché et qui a été très très vite satellisé grâce à un truc, c'est qu'on a écrit une critique de Love Story à l'époque où c'est sorti et qui a fait qu'on a eu tout de suite des dizaines de milliers de visiteurs. Mon frère, lui, n'a jamais été salarié ailleurs que pour lui-même ou pour moi en fait, mais voilà, parce que ça a tout de suite très bien marché en fait, et que tout de suite après ses études, bah, il a fait ça quoi. Et, et pourquoi je disais ça? Oui, et en fait, très rapidement, on a été confronté à la réalité du web, donc de devoir faire du référencement. Et donc on est rentré dans le référencement en 2003-2004. Donc on en faisait un petit peu comme ça, mais on a découvert cette communauté des référenceurs, 2003-2004, par un site web qui s'appelle SEOsphere, donc un forum où il y a eu beaucoup de SEO qui sont très connus maintenant, qui étaient à l'époque plus jeunes et qui étaient là-bas. Et on a commencé à travailler là-dessus. Et on s'est rendu compte assez vite, au fur et à mesure d'ailleurs que Google devenait de plus en plus performant, que les SEO, ils travaillaient de manière, je suis désolé de ce que je veux dire, mais un peu à la one again en fait, parce qu'ils faisaient des actions, ils savaient pas pourquoi ils les faisaient, mais des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Donc, ils faisaient des trucs bien, hein, les mecs, hein, mais il n'y avait pas de formalisation de pourquoi ils faisaient les choses en fait. Moi, je venais du milieu universitaire. Enfin, à l'époque, j'y étais encore. Pourquoi on fait les choses? Pour moi, c'est un truc super important. Donc, il fallait que je comprenne ce qui se passait. Et comme je connaissais très très bien le fonctionnement des moteurs de recherche, on s'est dit, bah, on va se faire des outils pour nous, en interne, pour travailler. Et donc, le premier outil qu'on s'est fait, c'est un outil sémantique pour comprendre ce qu'il fallait mettre dans les textes pour pouvoir ranker. Et cet outil, on s'en servait pour nous. Un jour, en fait, un jour, comme tout le monde, on a essayé de gagner un peu d'argent en faisant des trucs en plus. Donc, on a fait, c'est pas des formations, mais ce qu'on appelait les live DX Lab, c'est-à-dire des vidéos. Les gens s'étaient abonnés pour 12 vidéos pour l'année ou un truc comme ça. Je pense qu'on n'a jamais fait les 12 au final, mais les gens étaient contents de celles qu'ils avaient eues, donc on n'a jamais eu de plainte. Et donc, c'était à l'époque, c'était un truc, c'était improbable. Il n'y avait pas tous ces systèmes de webinaires et tout, mais on avait fait des vidéos, dont une où on expliquait comment on faisait la sémantique avec nos outils internes. Et des personnes nous ont dit, donc c'est Frédéric Bobet et Benoît Chevillot, qui font partie de la communauté SEO, qui sont un peu visibles sur le web actuellement, notamment Fred, nous ont dit: «Mais en fait, c'est complètement con, vous devriez faire un outil que vous vendez», voilà. Et on s'est mis ensemble avec eux pour faire cet outil Your Guru, qui donc permet de remonter l'information à l'origine, hein. Sa première utilisation, c'était uniquement ça, c'était comprendre la sémantique attendue par Google pour une requête, pour faire le premier préfiltrage des pages quand il fait son ranking. Donc c'est l'algo qu'on appelle QBST de Google. Et donc, au début, ça ne faisait que ça. Donc, on s'en servait pour nous, puis on a commencé à le vendre. Et au fur et à mesure, on a enrichi l'outil pour faire ce qu'on appelle un outil 360, mais c'est-à-dire, voilà, on vise à faire des outils comme SEMrush et compagnie qui font absolument tout. Donc, grâce à la data qui vient de notre crawler web dans Babar, on a les backlinks, on a des métriques sur les liens. Donc, là où un Majestic a ce qu'ils appellent le TF, le CF, etc., nous, on a un truc qui s'appelle le BAS, Babar Authority Score. Enfin, chacun y va de sa métrique, mais
Et les nôtres sont meilleurs, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est un peu la même idée. On regarde les pages qui sont en 404, on fait le maillage interne. Enfin voilà, maintenant l'outil fait un petit peu toutes les tâches que peut vouloir faire un SEO. Et en fait, on va vers une fusion des deux outils en un seul outil, et avec par contre des API qui sont vendus aux gens qui sont des power users, qui ont vraiment des gros besoins. Et on s'aperçoit d'ailleurs que la plus grosse masse de clients, c'est les clients outils interface graphique, mais nos plus gros revenus sont bien sûr les clients API, sans aucune surprise, je pense. Yes. Ouais, merci en tout cas pour l'explication. Voilà, alors là, vous avez eu l'explication totale, hein. Ouais. Non, mais nickel, hein. Voilà. Ah oui, alors si, je peux te dire un truc. Aujourd'hui, Babar, donc c'est toute une équipe, on est 12 dans l'équipe, et sur les 12, il y a 11 profils qui sont tech. Donc on a une seule personne qui n'est Ok. pas tech, qui est ma sœur, mais qui est community manager en fait, hein, c'est son métier, donc elle est là à la communication web, donc elle est aussi dans l'info, mais c'est pas le même genre de profil. Alors justement, tu parles de ta sœur. Ça fait quoi de bosser en famille, justement? Alors, tout le monde nous pose cette question. Il faut le savoir, hein, et souvent, c'est derrière, il y a souvent des gens qui finissent par dire, peut-être ça va être ton cas, moi, j'aurais jamais pu travailler avec mon frère ou avec ma sœur, ou etc. Je sais pas comment tu fais et tout. En fait, nous, on s'est jamais posé la question. Il faut voir un truc, c'est que d'un point de vue familial, bon, mes parents ont fait pas forcément ça, mais mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tout le monde était poissonnier, et donc sur les marchés. Et en fait, c'est un lieu où les gens travaillent en famille. Donc, dans ma famille, c'est du côté de ma mère, c'est naturel de travailler en famille, en fait. Les gens, voilà, ils travaillent entre frères et sœurs, cousins, et cetera, sur les marchés à vendre du poisson. Il y avait, c'est un truc, un fonctionnement que moi j'ai toujours connu quand j'étais petit, que j'ai toujours vu, en fait. Et donc, quand un jour, moi j'ai quitté l'université, mon frère avait sa boîte, on faisait déjà des trucs ensemble, c'était naturel de bosser ensemble, en fait. Donc, on a fusionné pendant un an ou deux, les boîtes étaient séparées, puis à un moment donné, on a fusionné les deux boîtes parce que ça n'avait plus aucun sens de faire autre chose. Ma sœur, à l'époque, était rédactrice web pour un éditeur de site web bien connu qui est un petit peu tricard dans la communauté maintenant. J'en dirai pas plus, mais voilà, elle cherchait à travailler avec quelqu'un d'autre. Elle est venue travailler avec nous, hein, voilà. Et donc, et au début, seulement pour animer à l'interne de la boîte une activité liée à la rédaction web. D'accord. Et en fait, ça se passe très bien. Moi, je trouve que travailler en famille, alors je sais que chez certains, ça crée des tensions et tout, mais moi, je trouve qu'au contraire, c'est différent. Il faut savoir que travailler avec moi, c'est très difficile, en fait. Ça se voit pas forcément dans la personnalité publique, mais je suis très pénible, en fait, dans le boulot. Voilà, très exigeant, toujours très inquiet pour tout. Donc, quand les gens, voilà, il y a un truc, il y a un petit retard, ah, qu'est-ce qui se passe et tout. Ouais, ouais. C'est pas que je m'énerve, mais je pense, juste très pénible. Voilà, sans même être énervé. Ah, c'est bien Et, de le reconnaître. oui, oui, bah, il faut connaître ses défauts, d'ailleurs, mais je les connais bien justement parce que je travaille avec mon frère et ma sœur. Parce qu'en fait, c'est quand on travaille avec son frère et sa sœur, on peut se dire les choses, enfin en tout cas nous, assez facilement, et autant quand on est avec quelqu'un qui est un associé mais qui est pas de la famille ou un salarié, quand les mots dépassent leurs pensées, en fait souvent derrière c'est fini, quoi. Alors qu'en famille, ça arrive quand on est jeune, on s'engueule, machin, on se fout des tartes et tout, et souvent on se rabiboche quand même à un moment donné. Et en fait, ce mode de fonctionnement, je trouve assez pratique quand on est assez intense dans le boulot, en réalité, puisque voilà, on va dire un truc, voilà, je vais m'énerver, mon frère ou ma sœur va dire là tu exagères. Voilà. Ça va déjà me calmer un bon coup, et puis si je suis pas assez calmé, tout le monde va partir, et puis le lendemain, ce sera oublié, en fait, parce que c'est pas grave. Ouais, ok. Et donc, moi, je trouve qu'il y a cette facilité. Et puis, il y a un autre truc, c'est que le niveau de confiance qu'on a par rapport à des proches, des gens aussi proches que ça, ça n'a rien à voir. Et ça, là-dessus, c'est vraiment un truc, c'est que c'est beaucoup plus facile pour ça parce que on admet plus l'erreur des autres parce qu'on les connaît et on sait quel type d'erreur ils sont susceptibles de faire. Mais en plus, on peut leur déléguer des choses qui sont très importantes sans que ce soit un problème, sans qu'on s'inquiète et tout. Quand je pars en vacances, euh, euh, en fait, on essaye de ne pas partir en vacances au même moment avec mon frère, par exemple. Et comme ça, je sais qu'il y a quelqu'un de grande confiance qui est là. C'est-à-dire, je me Ouais, pose jamais d'accord. la question de qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a un impair qui va être commis, etc., quoi. Ça change tout. C'est sans doute possible que ça arrive sans travailler en famille, hein. Mais l'avantage de travailler en famille, c'est que c'était plus facile de bâtir tout de suite un système qui fonctionne. Ouais, c'est clair. Par contre, c'est beaucoup plus dur pour les gens extérieurs d'intégrer une équipe où les gens bossent en famille. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Ouais. Bah, oui, parce qu'en plus, il y a déjà justement, en réalité, bah, mon frère, il a 42 ans. Je vais dire une connerie, oui, il a 42 ans. Il faut pas que je dise de conneries, mais en fait, on se connaît depuis toujours. Et donc, il y a plein de choses, c'est des automatismes.
Donc, Ouais, bien sûr. souvent, les gens me disent, «Ah, là, il va falloir prendre une décision, il faut qu'on voit avec Guillaume». En fait, je dis: «Non, c'est pas la peine. La décision, c'est ça», parce que je sais, en fait, et il y a des rares fois où je dis: «Si, il faut lui demander parce que je suis pas sûr». Mais la plupart du temps, on sait comment l'autre pense, et cetera. Donc ça simplifie les trucs, mais ça veut dire que quelqu'un qui arrive, en fait, se retrouve toujours confronté à un espèce de truc assez particulier où, quand les propositions sont faites et tout, il y a toujours un espèce de front contre la personne parce que, en réalité, on sait comment on pense et tout, et ça crée un confort où celui qui vient de l'extérieur, c'est difficile pour lui. Et il y a autre chose aussi, c'est quand les gens travaillent en famille, mais ça c'est pareil, quand les gens s'y travaillent entre certains sont des amis et pas les autres, c'est qu'il y a tout un tas de canaux de discussion qui ne sont pas perçus par les gens avec qui on travaille parce qu'on se voit le dimanche midi, on va manger chez nos parents. On essaye de ne pas parler de boulot, mais à un moment donné, ça parle quand même toujours boulot s'il y a un truc à parler. Ouais, c'est inévitable. Et donc, tu arrives le lundi, voilà, et tu as la moitié des associés qui sont pas dans la fête de famille, parce qu'ils sont pas de la famille, et qui disent: «Ah, là, il y a tel truc». Ah bah non, c'est vu. Je fais: «Mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé?» Parce qu'ils sont partis le vendredi soir, ils reviennent le lundi matin, ils disent: «Mais qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, quoi?» En fait, ce week-end, on a mangé, voilà, on a mangé du mouton à la maison, et donc, donc on a décidé d'un truc. Voilà. Et donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ah, c'est clair. Et c'est un stress pour les parents, parce que par contre, tous leurs enfants travaillent dans la même boîte. Et donc, si la boîte, à un moment donné, c'est difficile, c'est C'est un toute peu la famille, voilà. D'un seul coup, les trois enfants, il y a un problème dans le boulot. Voilà. ouais, effectivement, ouais. Après, ouais, c'est comme tu disais, puis je pense que c'est important d'avoir déjà une bonne base, d'entente, avec les frères et sœurs, donc Oui. Ouais. Oui, oui, je pense que quand on s'entend pas jeune, ça peut pas arriver qu'on travaille ensemble, tout simplement. ouais, c'est clair. Justement, on va en globalité par rapport à ton expérience entrepreneuriale. Toi, tu as trouvé ça facile ou difficile justement de créer tout ça? Il faut pas mentir, aux gens, je trouve, c'est toujours enfin, c'est difficile, et c'est toujours difficile. Est-ce que c'est plus difficile qu'autre chose? Pas sûr, hein, mais moi je compare ça beaucoup, ça va faire rire ceux qui me connaissent, mais c'est un peu comme le sport, et cetera, en fait, moi je suis pas Ouais, du tout sportif, hein, c'est pour ça que ça fait rire, OK. forcément, mais il y a ce côté où, il y a plusieurs, points qui font que c'est difficile. Le premier, c'est que, sauf quand on a de la chance et qu'on est porté par, une situation économique qui est énorme, hein, ce qui a été le cas, par exemple, dans le web à certains moments, par exemple, où, en fait, n'importe quel blaireau pouvait récupérer du pognon parce qu'il y avait tellement de trucs à faire et pas assez de gens pour le faire que c'était facile. Mais en régime normal, il faut beaucoup travailler, et donc monter une boîte, c'est beaucoup de travail. Souvent, notamment dans nos disciplines qui sont quand même largement semi-techniques, on oublie, si on veut grossir, qu'il y a une vraie difficulté à gérer l'humain. Et donc, la gestion humaine, c'est là où, pour moi, il y a 95 de la difficulté du travail en entreprise quand on est le patron. Comprendre les hommes, comprendre, ceux qui sont bons, ceux qui sont pas bons, les objectifs de chacun. Un salarié, il y en a qui sont motivés, il y en a qui sont pas motivés, mais les 2, ils sont payés, ils font leur boulot, hein, donc c'est pas voilà. Ça, c'est vraiment très, très difficile. Et puis, il y a des choses qui sont difficiles, et qui font que certains ne peuvent jamais être, pour moi, chefs d'entreprise, et seront par contre probablement des fois de très bons salariés. C'est que, il y a une vraie difficulté à se défaire du stress de l'argent, par exemple, ou même du stress de l'incertitude, tout simplement. Quand on monte une boîte, on ne sait pas si on va réussir à vendre tous les jours. Voilà, tous les jours, on va avoir des gens qui sont potentiellement des clients. Tous les jours, il faut recommencer à convaincre, etc. Ça, c'est difficile. S'il y a le moindre fléchissement financier, s'il y a un concurrent qui apparaît, c'est un stress, etc. Donc, il faut réussir à s'affranchir de ces stress-là, et c'est très, très difficile sur le long terme. C'est toujours facile. Il y a plein de gens avec qui je discute qui sont des jeunes entrepreneurs. Quand on est à fond, qu'on arrive les 2-3 premières années, il n'y a pas de difficulté. En fait, c'est vraiment de maintenir une discipline, en fait, sur le long OK. terme, qui est difficile. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de secret, on voit beaucoup. Vous êtes dans le YouTube game, donc je vais en rajouter un peu, mais on voit beaucoup les vignettes, il est devenu millionnaire, il gagne beaucoup d'argent, etc. Ouais, beaucoup, Il y en a, beaucoup, hein, ouais. mais en réalité, c'est que c'est pas toujours le cas. C'est difficile de le maintenir sur une très longue période, et que la plupart du temps, les investisseurs, enfin pardon, les chefs d'entreprise, ils sont plutôt dans des périodes difficiles que dans des périodes qui fonctionnent. C'est-à-dire, quand on dit quelqu'un il a bien marché, c'est qu'il y a des moments où ça va super bien marcher. En fait, c'est ceux-là sur lesquels il faut capitaliser pour tout le reste de sa vie d'entrepreneur. Notamment, le principal conseil que je donne à un entrepreneur, surtout s'il est jeune, c'est dès que ça marche, c'est de placer son argent comme un papy pour le reste, pour le truc. Quand quelqu'un qui est dans un milieu très borderline, très dynamique, beaucoup de compètes et tout, me dit j'ai gagné beaucoup d'argent, je place tout en bitcoin, je lui dis t'es complètement con, mon pauvre. Euh,
c'est pas j'ai des bitcoins et tout, hein, c'est pas le problème, hein. Mais c'est difficile d'être dans tous ces compartiments de la vie sur un truc risqué. OK, ouais. Parce que sur le long terme, voilà, s'il y a des risques partout, en fait, ça finit à un moment donné par exploser. C'est mon expérience perso, ça, attention, hein, je dis pas que c'est toujours le cas, mais et donc, si on fait un truc offensif, qu'on a bien marché d'un côté, c'est le moment de mettre un peu, voilà, il faut être raisonnable, parce que sinon, en réalité, on finit par exploser en vol, parce qu'on fait trop de trucs en même temps qui sont tous très stressants et tout. Donc il faut éliminer certaines sources de stress pour pouvoir en supporter des plus fortes sur des trucs qui comptent. Ça a beaucoup de valeur ce que tu dis, tu vois? Parce que c'est vrai qu'on entend rarement ce genre d'envers de décor, tu vois? Et c'est hyper intéressant et C'est parce que je suis plus vieux, ça. non, mais c'est vrai et comme tu parles même, on voit ça sur Instagram, YouTube, enfin, on voit toujours un peu, bah, justement, la partie de l'iceberg, que tout le Mmh. monde voit, mais en fait, Ouais, c'est bien plus que ça. bien sûr, bah et moi je vois depuis 2014 où je ne suis plus que chef d'entreprise, il y a eu des très, très belles années où j'ai très bien gagné ma vie, puis il y a eu des années qui ont été, déficitaires aussi ou simplement tellement flat qu'il se passait rien en fait, ce qui est le pire d'ailleurs. Parce que, Ouais. quand il y a un truc qui se passe mal, on est dans le combat et tout, on essaye de voilà. Le pire, c'est quand il se passe rien en fait. Parce qu'on a beau faire des trucs et voilà, il se passe rien du tout et ça, c'est notamment, au lancement de produits par exemple, des fois, pendant des mois, il se passe rien, c'est très déprimant. Ouais, je veux bien te croire. Tu parlais un peu des périodes même qui étaient compliquées. Est-ce que toi, tu as investi ton argent à titre, personnel? Bien sûr, à chaque fois. Moi, je pense déjà, alors, il y a plusieurs trucs. Il y a une vraie question de la relation à l'argent de ceux qui font de l'entrepreneuriat. Premier truc, c'est que, moi, je vis littéralement aujourd'hui comme je vivais enfin, là aussi, les gens vont me dire: «Tu te fous un peu de notre gueule», mais j'ai une plus belle maison et cetera, mais je dépense pas substantiellement plus d'argent, que quand, j'ai commencé ma carrière, par exemple. À un moment OK. donné, j'ai gagné plus d'une certaine somme. Je sais plus combien c'était à l'époque, peut-être, 2 500-3 000 balles. En fait, depuis, je vis de la même manière. Ça n'a jamais changé. Et donc, alors j'achète, de la meilleure nourriture, les bouteilles de vin coûtent plus cher quand j'en achète et cetera, mais c'est pas très différenciant. Moi, j'ai une voiture qui est, la voiture de monsieur tout le monde et tout, il y a pas de truc comme ça. Pa et donc par contre, moi, mon objectif dans la vie, c'est de faire des trucs technologiques qui m'amusent et ça nécessite quand même des moyens. Et c'est vrai que j'ai toujours investi. La première fois quand j'ai monté, par exemple, X-Lab, je voulais des bureaux à moi, donc j'ai investi, 200 000 € pour acheter les bureaux. Voilà. OK. Quand, j'ai monté, bah, quand je suis revenu, en région parisienne, parce que j'étais en Normandie pour monter Babar et cetera, j'ai vendu quasiment tous les biens immobiliers que j'avais pour être sûr d'avoir de l'argent pour pouvoir investir dans la boîte et on a investi, plusieurs centaines de milliers d'euros collectivement, à titre personnel, dans Babar et puis après on a fait une levée de fonds derrière et en fait, ça a beaucoup aidé la levée de fonds parce que quand on fait une levée de fonds, les mecs disent: «OK, tu fais une levée de fonds, tu me demandes», alors nous on a demandé 2 000 un peu plus de 2 millions, tu vois? Il dit: «Tu me demandes 2 millions, mais et toi, qu'est-ce que tu fais?» tu vois? Si toi tu dis: «Bah, moi j'ai mis 10 balles», les mecs font: «Tu te fous un peu de moi?» tu vois? Ouais, Tu dis: OK. «J'ai mis 50 000 balles», après si tu dis que j'ai mis 200 000 balles, les mecs font: «Ah!» parce que ça commence à être des sommes qui sont très, très loin d'être anodines parce que si tout se pète la gueule, en fait, tu perds un peu quand même quasiment enfin, tu perds vraiment beaucoup d'argent. Sauf à moins d'être millionnaire. Si tu multimillionnaire et que tu dis que j'ai mis 200 000 balles, les gens rigolent. Mais Ouais, c'est sûr. voilà, ça reste, voilà, c'est des sommes qui sont plus conséquentes. Et donc, moi, j'ai toujours mis de l'argent, ouais. Toujours. Et des fois où ça s'est pété la gueule, il y a des boîtes où j'ai perdu de l'argent. Il y a une boîte, ça n'a pas donné ce que ça pouvait donner. J'ai perdu 40 000 balles quasiment instantanément, etc. Voilà, c'est la vie, en fait. Mais ça aussi, c'est la vie de l'entrepreneur parce qu'il faut accepter à un moment donné de dire là, si j'arrête maintenant, j'ai perdu 40 000 balles. Si j'arrête dans 6 mois, j'ai perdu 50, 60 et puis en plus ceux qui seront venus entre-temps pour m'aider, bah, eux aussi ils perdront en plus 10, 15 et cetera. À un moment donné, il faut savoir dire stop. C'est hyper dur et d'ailleurs on voit, je ne veux pas donner de nom et cetera, mais dans le milieu du web, on a vu certaines, liquidations, faillites un peu spectaculaires et cetera. Si elles deviennent spectaculaires, si on en parle comme ça, c'est parce que les gens n'ont pas su s'arrêter à temps. D'accord, OK. Un peu comme le casino, quoi, au final. Comme le Comme le casino? Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est à un moment donné, il faut prendre ses ouais, bah, casino, si tu commences à être dans une mauvaise passe, voilà, tu remballes tes trucs et tu Ouais, sors. tu sors, Voilà. Tu vas boire un coup et puis ça s'arrête là. ouais. Mais c'est difficile parce qu'en fait, personne veut être dans la posture du perdant, alors que savoir dire stop,
c'est déjà ne plus être perdant, en fait, au moment où tu le dis. C'est vrai, tu as raison de rappeler tout ça, parce que c'est vrai qu'on le dit pas assez, même sur les vidéos, tout ce qu'on voit, c'est vrai que c'est un peu tout le temps tout rose, il y a que les réussites, que les échecs, les gens, ils Ah en oui, parlent pas trop. mais en fait, c'est là, il y a beaucoup de gens qui disent parce que, par exemple, Puretex Gros, c'est une réussite. Alors, on est 12 dans la boîte, on gagne de quoi payer 12 salaires, des très, très bons salaires et cetera, donc là, c'est plutôt une réussite, voilà, et les gens disent ça, mais en fait, le nombre de fois où il faut se planter pour avoir une réussite, c'est conséquent. Mais c'est la réussite qui efface absolument tous les échecs. Ouais, Et c'est ça. quand on est chef d'entreprise sur le long terme, on ne vit que pour ça, en fait, au final. Ouais. C'est ça qu'il faut pas oublier, hein, c'est le plaisir de fabriquer le truc, voir si on y arrive. Si on y arrive, on est content. Et en fait, je pense que pour beaucoup de chefs d'entreprise, on en voit, hein, ceux qui sont vraiment multi-chefs d'entreprise, au moment où ça commence à être, ça marche en régime stable, où ils mettent quelqu'un à la tête du truc, où ils vendent et ils repartent faire un nouveau truc, en fait. Parce que ça n'intéresse pas les gens d'être gestionnaires, souvent. Ceux qui sont vraiment chefs d'entreprise dans l'âme, entrepreneurs, ils veulent pas être gestionnaires de leur boîte. Ouais, c'est Ah vrai. oui, ok. Énorme. On va enchaîner avec quelque chose qui est d'actualité, c'est l'intelligence artificielle, et on a un débat souvent avec Antoine. On se demande, comment dire? Est-ce que sur le long terme, moi je dis long terme, sur les prochaines années, est-ce que, il y a un danger pour nous? En gros, c'est Qui est ce nous? C'est ça la question. pour C'est une bonne l'humanité, question. pour Bonne question. l'humanité, en gros, si on veut vraiment, voir les mauvaises choses. Alors, il y a un truc, il y a pour nos métiers au sens large, du digital, il y a pour la plupart des métiers un vrai danger. Au sens premier du terme, c'est-à-dire un danger de disparition de la plupart, alors pas des personnes, mais des postes en fait qui sont associés. Aujourd'hui, beaucoup de consultants SEO, par exemple, des rédacteurs web, des content managers, des consultants SEO qui n'ont pas une compétence clé qui est vraiment un savoir-faire qui peut être unique ou une capacité à comprendre des choses au-delà de simplement un site web et tout, donc vraiment une compétence plus business. Je pense que ces métiers-là sont à risque. Certains, c'est déjà réalisé, hein, la rédaction web, par exemple, qui va être, alors je ne vais pas dire bas de gamme, parce que le terme est pas correct, mais les rédacteurs web, il y a ceux qui écrivent des contenus, mais pour lesquels ils ne sont pas experts, et puis il y a ceux qui sont vraiment méga experts d'un domaine. Par exemple, nous, j'ai pris des rédacteurs web pour un client une fois, les mecs étaient spécialisés des serveurs de temps. C'est des serveurs très spécifiques qui sont dans des très grosses infrastructures. Les gens qui écrivent là-dessus, objectivement, ils sont pas à risque. Parce que, voilà. Mais quelqu'un qui écrit sur, je sais pas, tout ce qu'on voit, enfin, le rédacteur web standard qu'on va utiliser au kilomètre, eux, bien sûr, ils sont à risque, je pense. Et c'est déjà résolu pour eux. Mais la plupart de ces métiers-là, c'est chaud pour eux. Après, est-ce qu'il y a un danger plus global? En fait, la problématique qu'il y a autour de l'IA, euh, c'est pas tant euh, c'est pour la société qu'il y a un risque. Et ce risque, il n'est pas dû à la technologie en elle-même, mais il est dû à la vitesse à laquelle cette technologie se crée et rentre dans la société. Euh, En fait, le problème, c'est que euh, c'est un peu comme avant le web et après le web. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, les gars, mais vous n'avez pas vraiment connu avant le web. Moi j'ai 37, donc j'ai un tout petit peu connu, Un mais petit j'étais peu, trop ouais. jeune. Ouais, je me Ouais. rappelle quand même, mais j'ai en plus de souvenirs avec internet. Mais à un moment donné, voilà, il y a un monde où les gens peuvent pas discuter entre eux facilement quand ils sont loin, où on peut pas commander en ligne parce que ça n'existe pas en ligne, etc. Donc, et puis d'un seul coup, il y a un monde où c'est différent. Mais en fait, ça a quand même mis du temps à se faire. Ça a mis 4, 5, 6, 7 ans à vraiment passer d'un truc à l'autre. L'IA, c'est extrêmement violent. Par exemple, le chat GPT, on oublie, mais ça a 2 ans en réalité. Ouais, c'est ouf. Et en 2 ans, ça a complètement flingué la rédaction web, ça a complètement flingué une partie des tâches de base du dev, de faire de la visualisation de data, de manipuler du Excel, etc. En réalité, c'est des domaines qui sont pliés, même si les gens ne s'en rendent pas encore compte. Et donc, c'est la vitesse à laquelle ça rentre, parce que si d'un seul coup, demain, 10% des gens qui travaillent dans le web n'ont plus de boulot, en fait, ça change la société profondément, parce que d'un seul coup, c'est des gens qui ont fait des études, qui ont des postes, qui avaient des niveaux de vie qui étaient assez hauts, qui se retrouvent sans rien. Et donc, ça crée des instabilités dans la société qui peuvent être problématiques. Si ça se fait sur 20 ans, en fait, c'est totalement indolore, en fait, parce que les métiers se remplacent au fur et à mesure. Quelqu'un qui était rédacteur web, si tous les jours 1% des rédacteurs web disparaît, en fait, des postes de rédacteur web, bon, bah, en fait, sur plusieurs années, les gens ils vont faire un autre boulot, ça va pas se voir. Donc, c'est la vitesse qui fait ça. Par contre, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui sont à risque. Et pour la première fois, c'est les métiers plus intellectuels, ou dits plus intellectuels, qui sont à risque. Donc, ça, c'est vraiment problématique parce que la société n'est pas prête à ça.
Voilà, avant, on se disait ceux qui perdent leur boulot, c'est ceux qui doivent trimer comme des bêtes, etc. Machin. Là, c'est des gens qui ont le cul sur une chaise toute la journée et qui rigolent bien, et qui font voilà. Et ça change un petit peu les gens qui vont être à risque. Et en plus, c'est des jeunes, donc ça crée un truc. Et c'est souvent des jeunes qui ne savent pas faire autre chose. Donc il y a un risque pour la société. Après, les risques sur l'humanité, l'IA va nous tuer, etc. Je pense qu'on sera tué par un cyclone ou un truc comme ça plus vite que par l'IA, au train où ça va. C'est Donc, probable. moi, c'est pas ça qui me. Là-dessus, je suis beaucoup plus dubitatif. Mais par contre, Ok. des vrais risques d'instabilité. Le risque, par exemple, de l'utilisation, alors ce qu'on dit de la weaponization, mais donc, l'utilisation de manière offensive de l'IA, par exemple, sur les réseaux sociaux pour les fake news, etc., c'est un risque sur la société, pour les élections et tout, qui est beaucoup plus grave, plus avéré, en tout cas actuellement, que le fait de croiser un robot qui aurait une Kalachnikov au coin de la rue. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais bon, c'est à la fois, il y a des risques et des opportunités, comme on dit dans le vocabulaire du consulting. Ouais, C'est, c'est vrai. C'est clair. voilà. On pourrait vivre sans IA, on a vécu sans IA avant, mais la marche du progrès ne s'arrête plus une fois qu'elle est lancée, comme on dit. T'entendais, toi, à cette époque justement un peu du début du web, quand il y a eu vraiment un boom, t'entendais un peu des théories, un peu comme j'ai envie de dire, un peu des théories, des bêtises, quoi, sur le futur d'Internet? Non, c'est amusant. En fait, moi, je trouve que c'est assez étonnant parce que le web, euh, quand c'est sorti, l'état d'esprit global, en fait, de la population partout était beaucoup plus positif. Et donc, les Ok. gens ont vu très rapidement, enfin, pas que, mais ont surtout vu les côtés positifs. Même certains dangers, par exemple le fait que beaucoup de jeunes étaient dessus et qu'il y avait donc des vieux machins qui étaient aussi là pour essayer de voir les jeunes, quoi. Donc c'est un peu, voilà, les gens n'avaient pas perception de ces risques-là, hein, qui sont pourtant avérés assez vite. Mais donc on était dans une démarche plutôt positive, donc les gens pensaient pas que ça allait trop faire de dégâts sur la société et tout. En plus, il ne faut pas oublier que ça a créé économiquement d'un seul coup énormément de. Ouais. C'est un appel d'air énorme, hein, parce que la bulle Internet, hein, c'est pas une blague. Hein, à un moment donné, il y a eu une vraie traction qui s'est cassé la gueule derrière, mais les premières années, en fait, étaient vraiment, je pense, très positives par rapport à ça. Alors que l'IA arrive à un moment donné où, au contraire, les sociétés sont déjà assez instables, les gens sont plutôt dans des spirales négatives, avec assez peu de confiance, et donc la perception est plutôt sur les dangers qu'autre chose. Il faut pas oublier un truc, c'est qu'en plus l'IA renvoie un imaginaire qui est assez particulier, des robots qui peuvent nous tuer, voilà, Oui, bah oui, c'est c'est ça. Terminator, c'est tout ça. Et donc les gens, en réalité, ils sont pas éduqués sur tout ça, hein. Quand on leur parle de l'IA, ils ont l'impression ils pensent à Terminator, ils pensent à toutes les séries télé, tous les trucs comme ça, alors qu'on en est loin aussi, hein. Donc c'est une question. Alors que Internet, c'est amusant, hein, quand Internet est arrivé, des écrits de science-fiction, des livres, des films qui auraient été tournés autour de ça, en fait, il y en avait assez peu. Personne n'avait envisagé réellement la création de trucs pareils. Il y avait quand même quelques trucs, mais c'était pas au point de maintenant. Ok, c'est incroyable. Mais par contre, je pense que vraiment le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont dans une spirale avec, ils voient tout négativement. Et ça, beaucoup depuis le Covid, hein, sans aucune surprise. Ouais, ouais, je Mais confirme. ça rajoute. Et il faut noter un truc, c'est que c'est très différent dans les autres pays. Par exemple, aux États-Unis, la vision globale est beaucoup plus positive qu'en Europe. D'accord, c'est Donc dingue. ça change tout, hein. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à cette période-là où tu as commencé à monter ta boîte? Une anecdote marrante ou même une Alors, anecdote j'ai une classe, hein. anecdote qui est valable pour beaucoup de boîtes, en fait, et ça va être un conseil pour les gens. Faites attention à qui vous vous associez. Ma première boîte, je me suis associé à quasiment 50-50 avec quelqu'un qui était un ami très proche. On s'est engueulé. Euh, Ma deuxième boîte, je me suis associé avec quelqu'un qui était un ami très proche. Sans qu'on s'engueule, on s'est séparés sans être encore amis assez vite. Merde. Et sur une boîte où on était quelqu'un qui est rentré, qui était une personne avec qui je m'entendais bien, pareil, on a très rapidement, on a divergé sur certains trucs et ça s'est fini aussi de manière euh, pas, on s'est pas fâché, mais ça s'est pas super bien fini. Et donc, mon anecdote principale, elle est vraiment par rapport à ça. C'est une anecdote un peu négative. C'est surtout quand vous vous associez, faites gaffe. Voilà. Et je dis pas que j'avais raison et que mes associés avec qui je me suis fâché avaient tort. Il faut s'assurer que vous avez le même point de vue que vous associez sur certaines choses. Comment dépenser l'argent quand il y en a, comment dépenser l'argent quand il y en a pas, quand est-ce qu'on s'arrête si ça marche pas.
Si vous savez répondre, et qu'est-ce que tu veux faire si ça marche beaucoup? Si vous savez répondre à ces 4 questions et que vous êtes d'accord avec la réponse que fait votre associé, même si vous n'avez pas la même, ça pourra marcher, sinon ça ne fonctionnera jamais. Mais jamais. Ouais. Et donc, notamment, par exemple, à cette question de qu'est-ce qu'on fait avec l'argent quand on en gagne et quand on n'en gagne pas, bah, si vous n'avez pas des réponses qui sont compatibles, en fait, vous ne pourrez pas gérer une boîte ensemble. Ça, c'est vraiment le truc qui est très très important. Donc voilà, c'est une anecdote qui est un peu tristoune, mais voilà, sinon des anecdotes. Non, mais c'est une bonne anecdote, c'est important. Ouais, voilà, 55, après mon 50-50, anecdote. c'est une erreur ou pour Pardon? toi? Ah oui, 50-50, c'est une erreur. Ouais. Alors, c'est une erreur pour une raison très simple, c'est que si un des deux associés, en cas de fâcherie, est braqué, il peut bloquer entièrement le truc. Et donc, s'il y en a D'accord. un qui est réellement peut-être un peu coupable de certaines choses, mais un peu jaloux par rapport à son associé qui est plus dans une autre dynamique, etc., il peut bloquer la boîte complètement. Et en fait, autant dire que ça ferme la boîte, mais sans la fermer, puisqu'on ne peut pas fermer sans l'accord des deux, à Ok, ouais. 50-50. Donc, c'est un truc qui peut durer des années. Ça peut bloquer l'argent, ça peut tout ça, quoi. Donc ça, c'est assez compliqué. Non, sinon, dans les anecdotes amusantes, moi j'ai une anecdote qui est toujours moi je viens du milieu académique, les gens le savent, et en fait, maintenant ça a changé, mais pendant toutes les premières années d'activité, les gens les gens sont très vifs à cataloguer les personnes selon certains profils. Et donc de dire à quelqu'un qui vient de la fac, il peut comprendre des trucs, mais en pratique il n'est pas trop fort, souvent, et il comprend rien au commerce. Et donc moi, pendant des années, les gens étaient persuadés que j'étais un très mauvais vendeur et tout. Des fois encore, certains me le disent. On peut en penser ce qu'on veut, mais on a toujours réussi à vendre nos trucs et les boîtes fonctionnent. Donc je suis pas forcément d'accord avec le truc, mais c'est assez amusant parce que de voir à quel point les gens obéissent à des stéréotypes de pensée, c'est très 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 marrant. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup en ce moment dans le milieu SEO, les affrontements entre les jeunes, les vieux, tout ça, en fait, c'est lié à des stéréotypes, tout le temps. Donc Ouais. ça, voilà, c'est. Voilà. Après, d'autres anecdotes, j'ai pas de vraies anecdotes marrantes. Non, mais c'est une bonne anecdote sur les associés, c'est important. Ouais. Parce qu'on n'est jamais trop au courant et puis des fois on veut peut-être bien faire, on ne sait pas comment faire dans les règles. Ouais, moi, C'est... quand j'ai monté ma première boîte, j'ai un cousin qui, lui, il était directeur d'usine, etc. Donc c'était un vieux briscard, des trucs plus, en plus, dans des domaines voilà, plus impliqués, quoi, physique et tout. Et il disait que tout ce qui se dit entre amis peut s'écrire. Si on se dit, ah ouais, si en cas de problème, on fera comme ci, comme ça, bah, si on est d'accord, parce qu'on se l'est dit, on peut l'écrire, Ouais, on peut faire un contrat pour le garantir pour la suite. ouais, c'est vrai. Et il faut pas hésiter. En réalité, on a l'impression, quand on est celui qui demande, ah bah, on va l'écrire, d'être celui qui est pénible. Mais si l'associé dit, oh bah non, ça vaut pas le coup de l'écrire, en fait, c'est louche. Ok, C'est vrai. ouais, c'est pas Voilà. con. Ouais, mais c'est tout bête, hein. Et moi, Ouais, j'ai c'est commis vrai. l'erreur plusieurs fois. Donc, voilà, on met du temps à apprendre, hein, dans la vie. Ça paraît logique, mais ouais, c'est vrai. Tu Et, penses pas forcément. Ouais. toujours parce qu'on se dit, c'est le début, on s'entend bien, pourquoi on s'emmerderait à écrire un truc? Bon, en fait, écrire un truc, ça prend 5 minutes. Même mal écrit, hein, parce qu'un truc même mal écrit, s'il y a un problème, Ouais, on s'il peut faut faire une contourner. Ouais. procédure, s'il faut tout ça, bah, en fait, ça suffit. Ok, incroyable. Ouais, je peux donner un autre conseil aux gens sur les boîtes. Euh, Beaucoup ont peur du fisc, et de l'URSSAF, etc. Il faut que ce soit vos meilleurs amis. Quand vous montez votre boîte, Ouais, ce sera plus simple. Ouais. bah moi, faut prendre un rendez-vous avec la personne du fisc qui s'occupe de vous, etc., pour se présenter pour tout ça en réalité. Parce que les gens avec qui on a discuté de manière sympathique à un moment donné, quand il y a un problème, c'est beaucoup plus facile de parler avec eux. Ouais, ils se rappelleront Ouais. du moment sympa. Ouais, Mais comme le banquier, hein, moi, ouais au final. Ouais. j'envoie un cadeau tous les Noëls à mon banquier. Ok, c'est pas Bon, con. banquier pro, hein. Ouais, ok, ouais. C'est un coût de 20 balles. Ça vaut le coup. Fallait pas, machin et tout. C'est un petit Puis, investissement. puis quand il y a un problème, bah ça, là, c'est beaucoup plus facile. Pas bête. Pas Mais bête. Une on le astuce. fait Ouais. pour les clients. Pourquoi on le C'est fait? vrai, À un ouais, c'est moment vrai. donné, il faut faire pareil, hein. Ouais. Ah, je suis complètement d'accord. C'est vraiment peu d'argent par rapport aux emmerdes que tu peux éviter après. Ouais, c'est pas mal ça. Ok. Mehdi, on se posera la question d'ailleurs pour comment on dépense l'argent qu'on n'a pas pour pour le podcast. C'est ça. Ah non, mais Merci du c'est par conseil exemple aussi. comment t'investis quand il n'y a pas d'argent, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais. On va dire qu'on est à ce stade-là, à peu près, quoi. Moi, je me suis, dans une des premières boîtes, une méga embrouille avec un associé parce qu'il fallait acheter un vidéoprojecteur pour faire des formations et qu'on n'avait pas l'argent pour l'acheter. Ok. Et c'est une embrouille qui a duré des semaines. Ouais, qui bloque tout en plus par la suite, je suppose. Exactement. Ouais. Ouais.
t'as raison. Pour un truc qui vaut 500 balles, tu vois. Ouais, ça vaut pas le coup. Non. Si c'est important. Ouais. Mais il faut être sûr qu'on est d'accord sur comment faire. Ouais, j'aimerais bien m'acheter une Tesla, Antoine, pour le podcast. Franchement, ça me va, j'aime bien aussi. Indispensable, il y a des caméras de bonne qualité. Ah ouais, mais ça, ouais, c'est clair. Et tu sais qu'au final, bon, ici, on aurait pu le dire en off ou pas, mais on avait acheté des caméras il y a pas si longtemps, puis au final, tu vois, maintenant, on s'est rendu compte que nos téléphones branchés en USB sont de meilleure qualité. Ouais, Bon, tout c'est à des l'heure, petits il m'a trucs. dit, il a vendu Ouais. la mèche déjà. Ah ouais, tu vois, c'est des trucs. C'est des petits trucs bêtes, hein, mais c'est comme ça. C'est en faisant, de toute façon, qu'on se rend compte aussi des choses. Exactement, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'après, on aime bien poser des questions sur les chaînes YouTube si la personne en a ou pas. Ouais. Et toi, tu as le temps de regarder YouTube quand même, et que ce soit business ou même divertissement, hein. Il y a des chaînes qui Euh, t'inspirent. alors, il y a plein de trucs. Le premier truc, c'est que j'ai un problème avec les vidéos qui est que à chaque fois, je trouve que c'est trop long. En Ouais, réalité, euh, et donc les podcasts, par exemple, c'est ce qu'on disait un petit peu en off, mais je les écoute dans la voiture, je les écoute en faisant autre chose, je les écoute en bricolant, par exemple, mais je les regarde pas ou rarement. Donc c'est vraiment un truc que je fais en plus quand je fais la cuisine, j'écoute un podcast, par exemple. Mais les vidéos en elles-mêmes, très peu. Par contre, si, pour un truc, c'est que je regarde énormément de vidéos de bricolage. Je suis très ok. bricoleur, j'adore Ouais, ça, menuiserie, tout ça. Et en fait, ça, c'est très visuel quand tu veux savoir comment les mecs font pour faire un montage d'une porte comme ci, un truc, un machin, comment on pose des parpaings. Tu es obligé de regarder une vidéo parce que ça te fait une belle jambe le son avec le mec qui est avec sa truelle et tout, quoi. Et donc, ça, et en fait, 90% des vidéos que je regarde, c'est ça. ok. C'est intéressant ce que tu dis sur les podcasts parce que, ouais, je pense, je fais pareil, tu vois, je fais la vaisselle, des trucs comme ça, tu vois, des petites tâches. Et d'ailleurs, je pensais, pour ceux qui nous regardent, si jamais vous êtes en train de nous écouter, nous regarder, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à ce moment-là pour voir si vous nous avez regardé. Non, ouais, j'ai pas regardé, je faisais la vaisselle, voilà. Voilà, c'est ça. Ouais, C'est ça, donnez la bonne excuse pourquoi vous n'avez pas regardé nos visages à ce moment-là. tout à fait. Même question à peu près sur le contenu, mais est-ce que tu lis? Bon, je vois derrière que tu as une bibliothèque déjà bien remplie. Et c'est quoi le livre vraiment qui, si tu devais en choisir qu'un, qui t'a le plus marqué de ta vie? Alors déjà, je lis comme jamais. En moyenne, je lis 5 à 6 livres par semaine. Ok, Ok. ouais, pas mal. Ah ouais. Ouais, Voilà. putain. Plus que pas mal, Euh, ouais. Beaucoup de livres de merde, faut pas se mentir, parce qu'en fait, le soir, moi je regarde pas trop la télé et tout. Donc, je regarde pas la télé en fait du tout. Donc le soir, ce que je fais, c'est que avec ma femme, on est sur le canapé tranquille, on bouquine en fait. Ok. Et donc tous les soirs, pour me relaxer avant de dormir, je lis. Et je lis par exemple en ce moment beaucoup de livres de Warhammer 40 000. Donc c'est vraiment pas de la grande littérature, hein. Voilà. Après, j'ai lu plein de bouquins. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire celui-là. Il est sur mon bureau, c'est facile de le montrer. Je conseille, hein, mais voilà, c'est Factfulness de Hans Rosling. C'est sur fonder ses opinions sur des faits. Enfin, je lis plein de bouquins, beaucoup de sociaux, etc. Ceci étant, il y a un livre que je relis une fois par an, systématiquement. Alors c'est, attention, préparez vos mouchoirs, les gars, parce que c'est tristoun. C'est le livre de Primo Levi, Si c'est un homme, sur son histoire dans les camps de concentration. Donc, vraiment, c'est le truc pas drôle. Je le lis une fois par an pour me rappeler de. Voilà, c'est une période noire de l'histoire. Je pense que c'est important de s'en souvenir. Donc, vraiment, c'est triste. Je suis désolé d'avoir cassé l'ambiance, les mecs. Mais sinon, non, je lis beaucoup de littérature classique, en fait. Les bouquins qui me plaisent le plus, c'est vraiment ça. Et après, pas mal de SF pour la relaxation, mais surtout après, beaucoup de bouquins boulot, hein. Vous voyez, je me recule, mais j'en prends trois au hasard. J'ai un truc, c'est sur évaluer l'information sur Internet, la surveillance globale sur Internet, les pirates des Lumières, l'histoire des pirates, et une histoire politique de la Silicon Valley. Voilà, j'en ai pris quatre au hasard, ça vous donne le ton. C'est des bouquins comme ça. J'en lis énormément. J'en offre aussi énormément, parce que c'est le cadeau que j'adore faire, c'est offrir des livres. Dès qu'un livre me paraît intéressant, souvent je les offre, etc. Donc voilà, vraiment pas mal de trucs. Après, des bouquins techniques aussi, je pense que pour, par exemple, apprendre à programmer, tout ça, etc., c'est beaucoup, enfin, en tout cas, pour moi, je travaille beaucoup mieux pour apprendre ces choses-là à partir des bouquins que, par exemple, en regardant des tutos ou des trucs comme ça sur le web. Ok. Ok. Alors, pour plein de raisons, c'est que moi, je suis très old school, en fait, hein. Ça se voit pas, mon bureau, je peux pas montrer, parce qu'il y a des trucs que je peux pas montrer, mais il est couvert de papier, etc. Donc, j'écris tout à la main, par exemple. C'est Ok. voilà, c'est les premières notes que je prends. Là, j'ai tout un tas de cahiers sur tout et n'importe quoi. Alors, il y en a un, je peux montrer parce que c'est très anodin. Voilà, j'ai un cahier. Ça, c'est mon cahier sur mes idées de post de blog. Donc voilà, comme ça, c'est un spoiler. Je vais écrire sur le futur de l'IA et dans le hardware.
Et littéralement, je prends des notes comme ça. Et après, je veux bien sûr écrire avec le clavier, etc. Mais je commence toujours comme ça parce que je trouve qu'on réfléchit mieux avec la main, enfin, en faisant les Ok. trucs à la main. Ouais, je t'ai dit même Et avis, moi. c'est pour ça que j'aime beaucoup le bricolage et tout. Je pense que c'est important d'avoir une activité voilà, avec la main en même temps qu'on réfléchit. Euh, et lire, ça permet aussi de réfléchir beaucoup mieux que d'être sur l'écran. Ouais, c'est vrai. Donc tous les trucs techniques, j'aime bien les lire et donc j'ai vraiment beaucoup de livres techniques qui sont dans une autre pièce en fait parce que j'ai un bureau commun avec ma femme où il y a nos livres à tous les deux parce qu'elle est sur un métier aussi très orienté avec la lecture, etc. Et donc on a beaucoup ça. Mais ouais, non, les livres c'est principalement littérature classique et des trucs sociopolitiques de l'internet et compagnie. Yes. Ah, merci, hein. Du coup, je vais lire le livre que tu nous as recommandé, que ça soit triste ou Ah, non. tu vois. Je vais me le lire, le commencer ce soir, je pense. Et je vais donner un autre livre qui est bien, je pense, pour les gens qui sont à profil tech, un peu entrepreneur et tout. C'est un livre qui s'appelle L'éloge du carburateur. J'oublie toujours le nom de l'auteur. C'est un livre qui est pas facile à lire, hein. Lui, c'est un philosophe sociologue. C'est un mec qui était consultant financier et qui, pendant quelques années, a monté un garage de réparation de motos anciennes parce qu'il voulait apprendre un métier manuel en fait. Et, euh, et ça parle de tout ça, du fait que justement les métiers manuels, c'est important pour la réflexion, pour tout ça, et le mix des deux est important. Donc, c'est un sujet qui me plaît, qui me travaille beaucoup en fait. Yes. Excellent. Bah, je regarderai aussi celui-là aussi. Merci. Après, je vais dire les livres qui me plaisent pas tout de suite parce que j'en ai lu 50 000. Tous les livres de. Pour les gens qui regardent votre chaîne, ça va un petit coup de massue, mais beaucoup de livres de développement personnel, finances personnelles, etc. C'est du bullshit en bas en fait. Et donc, T'as un exemple celui qui est le plus connu, Père riche, Père Riche, pauvre, par exemple, j'avais dans la tête. l'autoroute du millionnaire, tous ces trucs-là, en fait, c'est un recueil de poncifs. En fait, ce que ça dit, c'est qu'il faut travailler et faire gaffe à son argent, hein. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Mais, mais je pense que ça donne pas forcément des bons réflexes et ça laisse penser que c'est très simple de faire les choses, qu'il suffirait de suivre une recette et que ça marche. Et c'est pas vrai, en fait. Chaque personne est différente, chaque choix qu'on fait est structurant pour les autres, donc c'est plus compliqué que ça dans ma vie. Ouais, c'est vrai. Parce Après, qu'il faut. pour Vas-y, vas-y. défendre, bon, moi j'ai lu des livres comme ça, j'en ai lu. C'est vrai que maintenant ça me parle moins, mais quand je me suis lancé, mine de rien, ça m'a rassuré, je pense. Donc du coup, c'est peut-être Ouais, et à lire puis, au début et après, ouais, partir sur d'autres choses. Mais moi, c'est vrai que ça m'a rassuré. Je pense que ça m'a aidé de lire. mais par Chacun est exemple, différent après, hein. Je dis pas que ouais, c'est. moi, il y en a deux qui m'ont fasciné, même si il y en a un, c'est on peut tout apprendre je sais plus le truc, mais en 20 heures, on peut tout apprendre suffisamment. Je sais plus comment il s'appelle ce bouquin, mais grosso modo, ça dit que si on pratique un truc sérieusement pendant 20 heures, on commence à avoir un niveau qui est plus haut que la plupart des gens, et donc c'est bien d'apprendre plein de trucs comme ça pendant 20 heures pour après faire des choses. Et il y en a un autre qui est sur le pouvoir des habitudes, ou je sais plus quoi, voilà, Ah se oui, ça créer me une parle. Ouais. discipline. Et je dis pas que c'est des livres qui sont de la bêtise, hein, mais ce que je dis, c'est que dire en 200 pages, ce qu'il faut, c'est se créer une routine et s'y tenir. Ouais, c'est un truc que n'importe qui peut découvrir en allant à la salle de sport au plus d'une semaine. Et au final, Oui, c'est tenir vrai. la routine, Voilà. c'est ça le projet. Donc voilà, je pense que plutôt que de lire le truc, vaut mieux le faire. Oui, oui, c'est ça. Après, je pense qu'il faut prendre du bon du livre, mais pas lire que ça, et après un peu Ouais, s'ouvrir à voilà, d'autres oui, choses. oui. Mais c'est comme les histoires autour du Miracle Morning et ces trucs-là, quoi. Dans le SEO, il y a quelqu'un qui est assez connu qui le fait. Voilà, parce que un jour, il l'a fait et ça lui plaît beaucoup. Donc, il se lève à 5 heures, il fait du sport, il fait le truc et tout. Et sa vie comme ça lui plaît. Je connais surtout des gens à qui ça n'a pas plu, quoi. Et il n'y en a pas un qui a plus réussi que les autres, hein. Voilà, Oui, oui, non, je pense que c'est ça. Faut trouver ce qui nous convient le mieux, en exactement. gros. C'est juste ça, je Ouais. pense, si on devait résumer. Après, c'est très américain, ces Oui, trucs-là. c'est Oui, vrai. ouais, c'est ça. Mm. Ça vend du rêve aussi. Hein. Ouais, oui, oui, bien sûr. Et après, c'est important de fournir aux gens quelque chose pour les motiver aussi. Oui, Ouais, c'est c'est ça. Ouais, clair. c'est là où je passe en mode vieux con, mais des fois, chez les jeunes actuellement, il y a moins de motivation pour certains trucs. Euh, c'est vrai que dans le milieu du SEO, c'est assez fascinant. Moi, j'ai été prof à la fac pendant longtemps, donc mes élèves, ils avaient entre 18 ans et 22, 23 ans, en fait, hein. Donc, c'était des jeunes adultes. Et c'est dingue parce que euh, la plupart étaient assez peu motivés, c'était il y a quelques années, et c'est encore le cas maintenant. Ceux qu'on voit beaucoup qui sont en alternance des fois et tout, ils sont pas, voilà, on a l'impression qu'ils ont envie de rien. Dans le SEO, on trouve beaucoup de jeunes qui sont en partie autodidactes, qui charbonnent comme des fous par contre. Donc il y a quand même des jeunes qui trouvent des motivations quelque part. C'est beaucoup l'argent, c'est sûr, mais c'est une motivation qu'en vaut une autre, hein. Pour le coup,
C'est Ouais. l'exigence. Donc, mais ça, c'est une vraie difficulté. Et ces bouquins-là, par exemple, peuvent contribuer peut-être à donner un exemple et une motivation. Ouais, je pense aussi. Et je pense que les deux écarts sont creusés. Il y a, les gens, soit ils sont vraiment démotivés, ils font vraiment plus rien, et ceux qui ont la rage, ils vont se donner encore plus C'est qu'avant, ça. je pense. Ouais. Et là, après, c'est vraiment une question. Ça rejoint votre première question sur l'enfance, c'est tout, en fait. Alors là, j'ai mon badge de psychologue pour dire un truc pareil. Mais c'est vraiment ça. À un moment donné, il y a des choses qui font qu'on est motivé ou pas. Oui, c'est ça, exactement. On a un défi habituel qu'on pose à nos invités. C'est, imaginons là, tu n'as plus que 100 € sur ton compte, tu as 6 mois de marge devant toi, et faut que tu vives, mais tu peux pas te servir des compétences que tu as apprises dans ta vie. Ah, je peux pas m'en servir. Non. Ouais, c'est le défi. Ah ouais, elle est dure votre question en fait. Ouais, en fait, c'est vraiment pour inspirer aussi les gens, tu vois, les invités. Justement, les gens qui nous regardent. Aujourd'hui, tiens, moi, admettons, j'entreprends rien, j'ai envie d'entreprendre, je sais que j'ai envie de faire quelque chose. Hmm. J'ai 100 € avec moi, mais je sais pas quoi faire, tu vois. Qu'est-ce que je Ouais. pourrais faire là en 2025? Ah ouais, mais un truc que j'ai jamais fait en plus, alors donc faut que je Ouais. trouve un truc pareil. Ça, c'est vraiment difficile. Euh... la vache. C'est la question Euh, pris au dépourvu. Ouais, carrément, parce qu'en fait, cette question, on me l'a posée et reposée, mais en disant tu repars à zéro, mais tu connais, Ouais. ça c'est facile. Mais on posait cette question avant, puis on se dit, tiens, on Ouais. va essayer de corser un petit peu la question sans les Non, moi, compétences. en fait, je pense que je ferai un métier manuel, plutôt. Mais un métier manuel qui ne demande pas d'argent pour commencer et tout, donc c'est tendu en fait. En Après, fait, pendant ces 6 mois, si tu peux avoir, je sais pas, d'y prendre un taf, peu importe lequel, économiser et te dire, voilà, ouais, Il n'y a pas de règle en soi, mais ça arrive. ouais, non, non, je C'est comprends. juste. Je pense qu'en fait, je ferais un travail assez drôle. Je partirais à l'étranger et je ferais un travail comme on voit dans certaines séries documentaires à 2 balles, là, genre les mines d'or en Australie ou ces trucs-là, Ouais, en fait. ça rémunère bien. Ouais. Ouais, et je pense que je partirais faire un boulot comme ça, qui soit un boulot au grand air et manuel, en fait. ok. Parce qu'en plus, si c'est un truc que j'ai jamais fait, c'est là où c'est plus compliqué. Parce que sinon, naturellement, j'irais faire du commerce. Si vraiment, si demain je me retrouvais dans la merde et qu'il fallait que je fasse quelque chose, je ferais un métier du commerce sur les marchés ou un truc comme ça, en fait, qui sont des métiers où tu peux très bien gagner ta vie et où, en fait, même sans mise de départ, tu peux commencer parce que tu peux commencer par aller bosser pour quelqu'un et en fait, tout de Oui, suite, tu gagnes ta vie. Et je l'ai fait étant étudiant. Surtout, tu n'as plus besoin de te préoccuper de comment manger et tout parce que tu payes quasiment plus rien pour tout ça. Mais c'est un problème différent. Non, je pense que je partirai à l'étranger, c'est sûr, et que je ferai un travail physique et très rentable. Voilà. Ok. donc tu montes ta boîte, bien sûr. Parce que Si ça nécessite de le faire, mais monter la boîte, en fait, c'est surtout un moyen plus qu'autre chose. Après, je parce sais que c'est que la question du défi. ouais. Ah Qu'est-ce que tu bah, ferais, mais avec une boîte? ah oui, Pour bah dans ce cas-là, un. oui, bah donc je monterai une boîte pour faire ça, de la prospection, un truc comme Ouais, ça, ok. par exemple. Typiquement de la prospection minière, un Ok. truc dans le genre. Voilà. Ça paraît bizarre, hein, Non, mais ouais, plutôt. c'est original. On n'a jamais Voilà. entendu ça. Mais non, je sais pas, qu'est-ce qu'ils peuvent répondre, les gens, dis donc, il y a des questions pareilles, parce que c'est Eh dur, en fait. ben, non, on a une réponse il n'y a pas si longtemps. Ouais. C'était une femme. Je sais pas si tu te rappelles, Mehdi, c'était en gros avec 100 €, vous commencez à vendre des objets ou même des fringues sur Vinted en fait. Ah oui, bah oui, oui, mais en fait, tu vois, c'est amusant, c'est si je devais tout recommencer, j'aurais pas envie de faire un truc sur le web et tout. Ok. Ok, comme quoi. Et pourtant, ça me plaît hein, ce que je fais, hein. Mais si c'est pas exactement ce que je fais et tout, tu vois, est-ce que par exemple je ferais du référencement? Euh, je pense pas. Ouais. Ok. Ouais, c'est Ok. marrant, on m'aurait demandé ce que t'allais répondre, j'aurais pas dit ça, mais comme quoi. Ah oui? Ah, t'aurais cru quoi? Là, ça m'intéresse, ça. Je sais pas, mais bon, bon, après, on s'est jamais parlé, donc c'est dur, mais je pense pas que t'allais me dire, ouais, j'aurais peut-être pas fait du référencement derrière. Ah oui, hein. Non, non, parce que le référencement, en fait, on y arrive à un moment donné et je suis ravi d'en faire, mais tu vois, c'est un cheminement qui fait ça et tout. Mais si on peut décider de ce qu'on fait de zéro, en fait, on fait des choses différentes. Mais tu me poses la question dans 2 ans, je n'aurai pas la même réponse et il y a 2 ans, je n'avais pas la même, hein. Oui, bien sûr. Tu vois, Ouais, c'est sûr. voilà. Mais là, j'ai vu des mecs qui récoltaient de l'or en Australie, je trouvais ça incroyable. Ouais, tu m'étonnes. C'est dingue. Ils conduisaient un gros bulldozer pour ça et tout, en plus, c'est top. Ça, j'avoue. C'est clair que c'est original. La prochaine question, elle va faire écho avec ce que tu as dit précédemment. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 16 ans, du coup? À part, ne fais pas la même chose, peut-être, ou peut-être tu ferais quelque chose de différent, mais. Alors,
Il y a plusieurs trucs. Le 1er truc, c'est que, je pense comme beaucoup de gens, à 16 ans, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir. Est-ce qu'on va réussir à faire les choses et cetera? Est-ce qu'on va être heureux? Déjà, je rassurerais, mon moi de 16 ans, en fait, parce qu'en réalité, en fait, la vie, à part, certains événements toujours un peu dramatiques et tout, mais la plupart du temps, ça se passe bien, en fait, c'est sympa la vie, quoi. Enfin, en tout cas, Ouais. pour moi, ça a toujours été le cas, donc voilà, je me rassurerais d'abord. Je dirais pas trop de trucs parce que moi j'ai rencontré ma femme à cet âge-là et tout, donc on a passé tous les trucs ensemble et tout. Je pense qu'il faut pas trop orienter. Je suis content de la vie que j'ai maintenant, donc je Ouais, pense tu vas que Mais avoir des problèmes. faut pas trop en dévier, quoi, voilà. Ceci étant, j'expliquerai qu'il faut croire en sa chance et acheter toutes les actions Apple possibles le plus vite possible. Je pense que voilà, je pense que tout le monde doit répondre à un truc comme ça. C'est non, forcé. même pas. Non, même Personne pas, n'a tu vois. répondu ni Non. Bitcoin, ni acheter des actions. Il y a personne Ouais, qui a c'est vrai, répondu ouais. ça. Ouais, bonne Écoute. idée, franchement. Mais non, je dirais que les choses vont bien se passer et puis et que voilà, il y a eu des moments difficiles dans la vie et je pense que je me donnerais quelques conseils pour passer ces moments difficiles. Voilà, par rapport à mais c'est plus des choses qui sont liées à c'est pas professionnel, plus par rapport à la vie en Ok, elle-même, quoi. ok. Heu Ok. voilà, mais sinon non, je dirais assez peu de choses, en fait. Que tout va bien se passer et qu'il faut croire en soi-même, à plusieurs moments. Mais même pour des trucs, hein, tout bêtes, hein, c'est vrai que par exemple, quand on fait des études longues, dans un domaine qui est très compétitif, en fait, les maths, c'est très, très compétitif. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment comme le sport de haut niveau. On se retrouve des fois confronté un peu comme un footballeur qui est un très bon footballeur, mais il y a Ronaldo, qui joue contre lui, quoi. Voilà. Mais en fait, c'est très éprouvant, mais en fait, de se dire que c'est pas très grave. J'expliquerai à mon jeune moi-même que, bah, des fois, on va rencontrer des gens on n'est pas le plus fort. Des fois, on va rencontrer des gens qui sont invraisemblablement forts. Juste, c'est normal et c'est pas grave. Ok. Et ça fait partie du truc. On a une question un petit peu, une question de vie, j'ai envie de dire. Pourquoi tu fais tout ça, en fait? Parce que ça m'amuse d'abord, vraiment. J'ai la chance de, au fur et à mesure des années, avoir pu, sécuriser ma position financière, en fait. Donc, je sais que, sauf vraiment un truc dramatique, il peut pas vraiment m'arriver quelque chose de très grave, financièrement. Je peux voilà et donc, je peux faire ce que j'ai envie de faire et ça m'amuse. Ça m'amuse beaucoup. Ça m'amuse de monter, une boîte qui fait un crawler web pour que ce soit, un des meilleurs crawlers web mondiaux parce qu'on est dans les 20e, on est dans les 20 premiers crawlers mondiaux, par exemple. Donc tous ces trucs-là sont des trucs qui vraiment fondamentalement m'amusent et j'aime l'idée de, faire avancer la technologie pour fournir des trucs technologiques aux gens. Alors c'est assez bizarre par rapport à ce que je viens de dire, de si je refaisais tout depuis le début, peut-être je ferais plutôt un truc, où Ouais. je suis moins exposé et cetera. Mais en réalité, par exemple, fournir Your Text Guru, c'est un peu comme l'histoire de, souvent quand les gens lancent des formations actuellement, sur le web, beaucoup disent: «Pourquoi le mec fait des formations s'il gagnait vraiment des millions comme il le dit, si» et cetera. Et en fait, il faut pas oublier que la motivation, elle est pas toujours dans l'argent. Et donc, les gens qui font des formations, il y en a, ils sont motivés parce ils ont envie de former les gens pour les faire devenir quelque chose. Moi, c'est pour ça que j'étais devenu prof. Et faire des outils pour les fournir aux gens, pour que ça modifie leur manière de travailler, et cetera, pour moi, c'est fournir le progrès aux gens. En fait, c'est très, très, naïf, hein, comme vision, mais pour moi, c'est une vraie motivation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, je gagnais plus d'argent avant d'être le patron de Baba. En faisant du conseil, en faisant de l'édition à fond, je gagnais à peu près 3 ou 4 fois ce que je gagne maintenant. Ok. Mais en réalité, c'est beaucoup plus intéressant, gratifiant pour moi, d'un point de vue, personnel, de faire un outil qui est utilisé par les gens, de former les gens à une nouvelle manière de faire du SEO par rapport à ces outils, et cetera, et cetera. Donc moi, c'est comme ça que je le vois et c'est ça qui me motive, en premier. Mais c'est vrai qu'on a tendance à. Pour les formations, t'entends toujours ce truc-là d'arnaque, mais des fois, il faut juste peut-être se dire que, oui, que la personne, ça lui fait plaisir d'apprendre aux gens à même s'améliorer, quoi. Mais c'est même, à tous les niveaux formé, c'est quelqu'un qui est prof au collège. Dire les mecs sont payés des misères, ils se font taper dessus toute la journée et si la motivation, c'est gagner de l'argent, c'est foutu et cetera. La motivation, elle est dans l'espoir de faire avancer les gens, en fait. Et en réalité, en tout cas, moi, j'en suis là. Voilà. Et bien sûr, j'espère que je vais gagner beaucoup d'argent en faisant ça. Mais c'est pas le premier Et point. c'est normal, Voilà. au final. C'est normal. Voilà. Mais c'est une belle Mais mission.
Ouais, mais c'est amusant parce que moi, j'ai plein de copains qui sont aussi chefs d'entreprise que je connais depuis une vingtaine d'années et tout, voilà. Il y en a, leur motivation, c'est de faire une boîte qui va dépouiller vraiment au sens en premier. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à faire une boîte qui va être la première, qui va avoir le plus de clients, qui va tout ça. C'est une autre motivation, mais c'est comme les sportifs de haut niveau. Il y en a, ils veulent gagner les compétitions, il y en a, ils veulent juste être le meilleur footballeur, le meilleur machin. C'est pas la même chose. Et donc, ouais, chacun sa motivation. Ouais, c'est clair. On a une question, on veut briser le tabou de l'argent, du coup. Ouais. La fameuse question qu'on a discutée en off. Ah, du coup, tu répondais quoi à cette question? Du coup, parce que nous, on aime bien, soit on demande en fait combien tu génères de chiffre d'affaires à l'année, au mois, ou Ouais. même combien toi tu te tires de salaire en fait. Alors, on en a parlé en off, mais je peux pas répondre pour les boîtes en fait. Boîte à investisseurs, j'ai pas le droit. Juste, c'est pas, voilà. Si vous allez sur Papers, par exemple, vous regardez les boîtes, hein, il y a beaucoup d'informations. Donc, vous pouvez voir combien on a mis d'argent à la levée de fonds, vous pouvez tout voir. Vous pouvez voir les résultats nets et tout, mais vous pouvez pas voir le chiffre d'affaires en fait, qui reste secret pour plein de raisons. Je vais l'expliquer là, parce que j'avais expliqué en off, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires, ça donne une idée de la valeur de la boîte, et que c'est une donnée qui est stratégique, en fait, quand on est voilà, dans un écosystème avec des plus grosses boîtes et des investisseurs. À titre perso, je ne sais pas si j'ai envie de répondre, mais T'es pas euh, obligé. je gagne probablement autour de ce qu'on appelle le SMIC LinkedIn en salaire réel, voilà. Une fois cumulé toutes mes activités. Alors, je Ah connais bon. pas du tout l'expression. Je sais pas, sur LinkedIn, il y a des chiffres qui ressortent, mais ouais, Ok, d'accord. Wesh. je gagne très très bien ma vie. Voilà, je fais Voilà. partie des gens qui gagnent très très bien leur vie. Je l'ai beaucoup mieux gagné à une époque. C'est là, en ce moment, comme souvent, quand on monte une boîte avec des investisseurs et tout, souvent les associés qui dirigent la boîte se payent moins. D'ailleurs, je suis pas du tout le plus haut salaire de la boîte, hein, de très très loin, mais Ok. c'est c'est un investissement qu'on fait parce qu'en fait, un jour, si la boîte elle fonctionne, les dividendes, la vente de la boîte éventuellement, etc., tous ces trucs-là, c'est le jackpot absolu en fait. Donc Ouais. c'est quelque chose, c'est pas tant un revenu qu'on n'a pas qu'un revenu qu'on décale dans le temps en espérant qu'il sera beaucoup plus haut. Mais oui, oui, j'ai toujours très très bien gagné ma vie. Je ne veux pas dire combien je gagne maintenant, mais le plus bas salaire que j'ai gagné dans les 10 dernières années, ça doit être 3 ou 4 000 balles net par mois, quoi. Ok. Et le plus haut, c'est plusieurs fois ça. Voilà. D'accord. C'est très fluctuant. Voilà. Ouais, oui, Mais et c'est ça qui est important de dire aussi. voilà. Mais par C'est que exemple, il y a un ça chiffre qui fluctue. est totalement public. Ma première société, donc Xlab, les 3 premières années, j'étais freelance. Et je crois que les chiffres d'affaires des 3 premières années, ça doit être la première année, c'était en cours d'année que j'ai créé, 170, 250 et 230, un truc comme ça. Ok, d'accord. Ça donne une idée. Et depuis, après, je n'ai fait que gagner plus d'argent au fur et à mesure des années. Voilà. Tant mieux. Donc je gagne très bien ma vie. Voilà. Ouais. Mais c'est une bonne chose et c'est aussi pour ça sûrement que tu entreprends forcément. Ouais, tout à fait. Après, attention, c'est une chance. Et moi, j'ai commencé, j'avais déjà une aura assez importante parce que venant de la fac, en fait, ça donne tout de suite des clients qui sont assez intéressés à travailler avec soi. Ok, d'accord. Plus facile quand tu dis, j'ai dirigé une équipe de recherche en algorithmique, d'avoir un bon client qui donne beaucoup d'argent, que quand tu dis, bah, j'ai 22 ans et je commence. Ouais, ok. Ouais, bien Ouais, sûr. Sans aucune forcément. surprise, hein. Et donc voilà. Ça paraît Donc logique. mes premières années en freelance, c'était vraiment des bonnes années. Mais c'est juste trop fatigant. Oui, par contre, ça prend tout Ouais, ton temps. ouais, Ouais, c'est voilà. sûr. Donc En j'ai tout quand même cas, répondu au final. Ouais, c'est ouais, vrai. ouais, très belle réponse, très bonne réponse. Voilà. Bon, merci en tout cas, Sylvain, pour toutes ces réponses. Bah, Et merci. on va terminer avec deux, trois questions, puis après, on t'embête plus. OK. Du coup, la première, elle est simple, c'est comment les gens peuvent te suivre? Si on Ah, peut te ça, suivre. facile. Pour de la veille SEO sérieuse, mais en anglais, c'est sur Blue Sky. Ok. Pour tout et n'importe quoi, c'est sur Twitter, sans aucune surprise. C'est en français. Sur LinkedIn, un petit peu. Voilà, c'est Ouais, les trois d'accord. points les plus importants. En réalité, il faut me suivre sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif. Ok. Ouais, on partagera de toute façon les liens directement en bas dans la description. Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander du coup pour les prochains épisodes? J'en ai plein. Si vous l'avez pas eu, faut avoir Grégory Perrin de Okara. Non, jamais eu. Ok, je vais. Je pense que c'est vraiment une personne fascinante. Fred Bobet de Trikaya, Ouais, ok, ouais, de je vois qui SEO. c'est. C'est Durf, hein, son Et pseudo. Durf sur Twitter et tout, pardon. Oui. Et je pense déjà c'est pas mal tout si vous avez ces deux-là. Ok, ah, c'est noté, on va les contacter. Carrément, avec plaisir. Bon, du coup, la dernière question, c'est la plus importante du podcast. Tu nous as donné énormément de conseils, franchement, déjà, et de valeurs.
Mais si tu devais donner un dernier conseil comme ça à une personne qui ouais, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, qui commencerait dans l'entrepreneuriat, qui a envie de faire ça, qui sait pas de faire, pas forcément un domaine, mais il sait qu'il a envie de créer de la valeur et comment il pourrait, ça serait quoi le Alors, je conseil? vais, je vais donner plusieurs conseils, en fait, je suis désolé, mais parce que j'ai envie de Non, les mais donner. parfait, parfait. En premier, le premier conseil que je vais donner, c'est vraiment d'avoir conscience que la partie commerciale est très importante. Et alors, je dis commercial et pas marketing, etc., mais vraiment la relation commerciale. Tous les jours, tous les jours, plusieurs fois par jour, il faut envoyer des mails, décrocher son téléphone pour essayer de trouver des clients. Si on a suffisamment de boulot et qu'on n'a pas besoin de clients, c'est pas grave, on appelle ses propres clients pour savoir comment ils vont, etc. Donc on crée une relation vraiment commerciale avec les gens et on s'aguerrit à cette relation. Si il faut trouver des clients, mais il faut aussi comprendre pourquoi les gens ne le deviennent pas. Donc quand quelqu'un est pas content, quand quelqu'un est machin, mais en fait quand quelqu'un est pas content de vous, il faut faire un rendez-vous avec lui pour savoir pourquoi. Faut pas éluder le sujet, faut pas faire bah il est pas content donc j'oublie cette personne et tout. Faut lui prendre la tête jusqu'à ce qu'il vous explique pourquoi il veut plus travailler avec vous ou pourquoi il a pas voulu travailler avec vous, parce qu'il faut comprendre ce qui ne va pas. Et des fois ça fait mal, Ouais, mais il faut le faire. Deuxième truc qui est indispensable, c'est il faut se former au moins à minima sur la gestion d'entreprise. La quasi-totalité des boîtes qui se pètent la gueule qu'on voit dans le web, qu'on connaît tous dans le SEO, etc., c'est parce qu'il y a eu des erreurs de gestion qui ont été faites. Confondre la caisse de la boîte avec son propre portefeuille, parce qu'à un moment donné, c'est plus facile pour payer, c'est un grand classique. Pas comprendre comment marchent les frais, tout ça, ça va pas. Moi, je vois beaucoup de gens, par exemple, qui disent: «Oh là là, quand je fais 5 000 balles de CA, j'ai plus que 2 500 balles dans la poche de salaire». Ce que j'entends, c'est quelqu'un qui dit: «Je ne sais pas faire de la gestion d'entreprise». OK. Parce qu'il ne faut pas croire que la seule chose qu'on gagne, c'est son salaire. C'est quand on a 5 000 balles de CA, bah, en fait, c'est son électricité, son internet, son téléphone mobile, c'est l'essence de sa voiture, etc. En réalité, on fait des frais. Donc en fait, on écluse 1 000 balles pour se payer des trucs de sa vie, puis il reste 4 000 balles. 4 000 balles qui deviennent 2 000 balles de salaire. Donc en fait, on a l'équivalent de 3 000 balles de salaire, pas 2 500, etc. Donc il y a plein de trucs de gestion qu'il faut savoir faire. Et beaucoup de gens n'ont aucune idée de comment fonctionne la gestion. Et en fait, le meilleur truc qu'on puisse faire, c'est payer un jour un expert comptable 300 ou 400 balles pendant une demi-journée pour qu'il explique absolument tout. OK. Dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire, voilà, je gagne ça à la fin du mois, qu'est-ce que j'ai le droit de faire pour que ça représente le plus possible pour moi. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui gagnent des petites sommes, 2 000, 3 000 balles, de CA, c'est des bonnes sommes. Ce que je dis, c'est un peu, je suis désolé de comment je le dis, mais si on fait 2 000 ou 3 000 balles de CA, on peut se poser la question, 3 000 balles de CA, une fois qu'on enlève les charges et tout, si on se paye que salaire plus machin, j'en dis, c'est un peu comme si j'avais le SMIC, parce que ça vaut le coup de s'emmerder. Alors déjà, moi, j'ai un truc à dire, c'est que souvent, si on se pose la question, c'est que ça vaut pas le coup de s'emmerder. OK. Parce que si quand on gagne 1500 balles en étant chef d'entreprise, on trouve qu'on se fait chier, etc., dire qu'on n'est pas fait pour ça, en fait, très probablement. Donc, il vaut mieux aller faire autre chose parce qu'on peut gagner plus d'argent ou autant sans s'emmerder. Voilà. Quelqu'un qui est à l'usine, il va se faire chier physiquement, mais il rentre chez lui, sa journée est finie, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça se discute de quel est le mieux, hein, mais voilà, c'est l'idée. Donc, se former à ça. Et le troisième truc, surtout, c'est que, et là, je vais rejoindre les trucs de motivation et tout, mais il faut une discipline de travail. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas résoudre en travaillant. C'est-à-dire la seule compétence qui est nécessaire pour réussir sur le long terme dans l'entrepreneuriat, c'est la capacité à travailler. Il y a des moments où on va se foirer, c'est sûr, des moments où on va prendre des mauvaises décisions, on va des boîtes qui vont avoir coulé, mais sur le très long terme, quelqu'un qui charbonne et qui est pas un abruti, en fait, il réussira toujours. Et d'ailleurs, on le voit, et moi je suis le premier à voir ça, il y a des gens qui ont une discipline de travail beaucoup plus ferme que la mienne sur des trucs, par exemple sur la partie commerciale, alors qu'ils sont, je trouve, moins bons et tout, bah, en fait, ça marche mieux leur boîte, hein. Il n'y a pas de secret, et c'est parce qu'ils ont une compétence plus forte que la mienne sur cette partie discipline pour faire tel ou tel truc. Et donc c'est ça qui est le plus important. Mais c'est comme dans le sport, là je reviens là-dessus, celui qui s'entraîne le plus, bah, il est souvent meilleur que les autres. Voilà. Ouais. Bien sûr, il y a peut-être l'OVNI qui passe, qui a jamais, qui boit des bières toute la soirée et puis après qui arrive à battre tout le monde. Mais en réalité, des gens comme ça, il y en a pas beaucoup. Et donc Ouais. là, pour les autres, pour nous autres, il faut juste travailler. Voilà. Et donc c'est l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement qui fait les trucs. Mais c'est pareil pour vendre. Moi, quand quelqu'un me dit je suis pas un bon vendeur, bah, quelqu'un qui est vraiment un mauvais vendeur, c'est très très rare. À partir du moment où, quand on parle, on arrive à tenir un discours à peu près correct, on peut être un vendeur tout à fait raisonnable. Simplement, il faut s'entraîner à qu'est-ce que je dis, comment je réponds aux objections, etc. C'est le truc standard. Il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Et quand on l'a fait 200 fois, on sait le On faire. maîtrise. Ouais. Ouais, voilà. Ah, merci en tout cas. Incroyable. Ouais, Voilà mes merci trois pour, conseils.
Ouais, c'est des super conseils. J'espère que vous les avez bien notés pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, du coup. C'est ça. En tout cas, merci à toi, Sylvain, et Merci Merci à merci vous, pour ton messieurs. temps. C'était très sympa. Ouais. Franchement, grave. Merci.